les cocos, c'est David Bocage, bien sûr, qui reprend ce micro si doux, celui de Dress sur le Tape, pour vous accueillir un nouvel épisode de cette 9e saison de Dress sur le Tape, là, qui démarre en force. Des beaux épisodes pour commencer encore. Réal Godin, Denis Aspiro, les gars des Roadrunners, des beaux commentaires. J'ai vu dans Joe Foy également la semaine passée. Les copains Marc-Antoine Godin, Alexandre Gascon, encore une fois, des très beaux commentaires, surtout sur le Patreon. Je vous rappelle, d'ailleurs, si vous voulez les épisodes d'avance, 2 semaines avant leur sortie publique, pouvoir poser des questions directement à nos Chucky Pellerino, Stéphane Leroux, gagner des petites affaires, des petits tirages de gear, de trucs signés. Ça se passe au patreon.com/DressulTape. C'est la forteresse de DressulTape. Les héros de l'ombre qui portent à bout de bras ce podcast. Donc, c'est un rêve possible. Patreon.com/DressulTape. Merci d'être de retour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine durant cette belle saison. Plein de beaux épisodes aussi qui s'en viennent. Je vous dis rien, là, mais je m'en mords les doigts. Au moment où ça sort public, là, ça sort sur le Patreon 2 semaines avant, mais je pense qu'au moment où ça sort public, l'annonce officielle de mon premier one-man show avec l'affiche, le titre, tout ça, devrait être sorti. Là, je sais, weird parce que j'ai enregistré ça d'avance, mais je vais en reparler plus tard en nommant le titre de ça. Mais allez au davidbocage.com, le nouveau site avec les nouvelles couleurs, l'affiche, le titre, et vous pouvez voir le spectacle là, dans les dernières dates de rodage parce que ça avance tout ça. Le spectacle va sortir en mars 2025, mais je veux vous dire que je serai à Lévis le 6 novembre, Montmagny 28 novembre et également le 6 décembre, je serai à Waterloo. Waterloo! Des chansons de ABBA qui fait que je peux vous mentionner qui me fait penser que quand j'étais en Suède voir Peter Forsberg et compagnie, on a eu 15 minutes à un moment donné de lousse. On a eu une petite heure de lousse à Stockholm et hop, au musée de ABBA. C'est un grand groupe suédois, n'est-ce pas? Alors, des mélodies intemporelles, qu'est-ce que je te dis? C'est un grand groupe. Très content de vous présenter l'invité de cette semaine, que vous connaissez peut-être si vous suivez un petit peu plus ça dans les médias, mais Stéphane Pilote, qui a failli faire carrière dans les médias. Et je comprends pourquoi il y a comme il y a du bagou, il est volubile. Et ouais, c'est très intéressant. C'est un dépisteur pour les Ducks d'Anaheim, que les gens de mon âge connaissent et appellent encore les Mighty Ducks. C'est un peu le Berry de Montigny des gens de mon époque, c'est-à-dire une appellation qu'on ne va pas changer dans notre imaginaire. Et Stéphane est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Il est encore à l'emploi à temps plein des Ducks d'Anaheim, sous évidemment M. Martin Madden, dépisteur en chef québécois des Ducks d'Anaheim, évidemment, je le rementionne, au cas où vous soyez complètement perdu. Et donc, ouais, il y a beaucoup d'insights, beaucoup sur la manière de scouter, qu'est-ce qu'on regarde, et là, pas venant de quelqu'un qui est dans les médias, mais venant de quelqu'un qui fait la job pour vrai, pour une équipe de la Ligue nationale, qui doit répondre de ses choix, hein, parce qu'il y a on regarde ça à travers les années, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, vraiment intéressant, vraiment sympathique, plein de bonnes histoires, vraiment dégourdi, le bon Stéphane. On m'en avait parlé et je n'ai pas été déçu. J'ai rencontré Stéphane à l'été 2024, le 14 août, pour être plus précis. Et ça a été fort agréable. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisse savourer et mettre en bouche cet épisode. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, je vous le présente, dépisteur des Ducks d'Anaheim, Monsieur Stéphane Pilote. Dress sur le tape. Avec David Bocage. Mais non, j'allais dire parce que justement, il y a tellement d'affaires depuis que t'es arrivé que je me dis, mon Dieu, je veux qu'on en parle. Fait que je me dis, on va commencer l'enregistrement. Parce que tu parlais de tennis, parce que toi, tu sais, le monde du hockey, le monde du hockey vient du hockey. Mm-hmm. Toi, tu viens pas du hockey? Non, mais j'ai quand même joué, t'as joué tout le monde quand j'étais jeune, là, au hockey mineur, jeune sportif d'Hochelaga, ici à Montréal. Dans la contrée de Francis Bouillon, qui était un ancien du JSH. J'ai joué, moi, contre JSH, j'étais à CDJR, moi. CDJR, Comité des jeunes à Rosemont, moi, avec M. Trottier. Oui, mon Dieu, là, je sais pas s'il est encore là. Jean Trottier, non, il est plus là. C'est lui qui a mis tout le comité des jeunes de Rosemont sur pied. Fait que, donc c'est ça, oui, j'ai joué au hockey, mais en fait, le tennis, c'est même à ce moment-là, je jouais plus au hockey qu'au tennis, mais c'est juste que
vers 11-12 ans, le tennis, c'était genre juste jouer sur le mur proche de chez nous, à casser une coupe de fenêtres des voisins, tout ça. Puis là, mon père m'a dit, ça va faire les fenêtres des voisins qui viennent chialer parce que t'en as pété une coupe. Fait qu'il a dit, on va aller jouer sur des vrais terrains. Fait que là, le tennis, ça a commencé là avec mon père une couple d'années. Puis après ça, je suis devenu... plus genre jouer avec des jeunes de mon âge, jouer de la compétition, tout ça, provincial. Puis c'est ça. Ensuite, j'ai pris mes cours d'enseignant. J'ai arrêté de jouer au tennis, au hockey, parce que j'avais trop d'intérêt envers le tennis. Je pense que ça faisait l'affaire de mes parents aussi. C'est pas mal moins d'implication que le hockey. Ils pratiquent à 7 heures le matin. Je savais que mes parents n'aimaient pas trop ça. Je m'en souviens encore. Fait que à ce moment-là, ils m'ont fortement suggéré d'arrêter le hockey. Puis comme j'aimais le tennis beaucoup, c'est ça, vers 13 ou 14 ans, je me suis plus lancé dans le tennis. T'étais bon aussi, le tennis, là. T'étais top... Ouais, mais pas assez pour gagner sa vie avec ça. Non, mais je veux dire... à part de l'enseigner. non, mais je veux dire, t'étais quoi, top 30 au Québec? Ouais, dans les adultes, mon meilleur classement à 22 ans, c'était ça, c'était dans les 30 premiers au Québec. Quand même, là. Ouais, c'est ça. T'as quand même eu des offres américaines? J'avais eu une offre pour aller à Ferris State au Michigan avec un vidéomontage qui montre juste nos meilleurs coups. Ah, OK, c'est toi qui l'envoyais? Ouais, il n'y avait pas eu de recrutement comme tel, puis c'est ça, puis là, il avait dit oui, mais il n'y avait pas de garantie sur quelle place j'aurais dans l'équipe à ce moment-là, mais ça me dérangeait pas tant, mais j'ai comme nous autres d'Oshaga Maisonneuve dans les années fin 80, tout ça, l'anglais, c'est pas comme aujourd'hui, il y avait pas de mondialisation, on n'écoutait pas les plateformes en anglais, puis c'était vraiment francophone pur laine. Moi, c'était yes, no, toast, là, fait que j'étais comme, je dis pas qu'il y a personne qui l'a pas déjà fait quand même, s'en aller dans un autre pays sans connaître la langue, mais ça m'a fait vraiment... on avait moins la vue ouverte sur le monde comme aujourd'hui, je pense, comme jeune à ce moment-là. Puis ça, je vais dire le mot, j'ai choqué, tu sais, j'ai décidé de pas y aller puis de rester ici. De toute façon, je voyais bien que mon classement provincial, tout ça m'amenait assurément pas vers une carrière. Il fallait, à ce moment-là, nos idoles, c'était Régent Genois, Martin Laurando, Stéphane Bonneau, puis ils arrivaient à peine à être dans les 100 premiers au monde, puis même eux autres le disaient que dans ces rangs-là, c'était comme kiff-kiff à la fin de l'année, l'argent rentrait. C'était même pas proche pour moi là, de penser. Là. Des bourses, des tournois qu'on jouait, c'était comme des 2000, des 3000, c'était pas sûr. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de rester au Québec puis de pas aller vers cette avenue-là. Puis j'ai enseigné le tennis pendant quelques années au complexe sportif Longueuil. Puis c'est là que j'ai rencontré M. Claude Ruel. T'as fait un bac en éducation physique au Québec aussi? Oui, exact. T'as-tu regretté de pas être allé aux States? Non, pas vraiment pas. Puis en plus, ce que je vois souvent aujourd'hui, c'est que même si tu fais un baccalauréat de l'autre côté, ça te prend après ça une équivalence quand tu reviens ici. Ton brevet d'enseignement, il te le donne pas. Faut que tu refasses des études. Fait que j'ai déjà eu un parcours scolaire assez long comme ça. J'aurais pas voulu l'étirer dans le long parce que je l'ai tiré moi-même au cégep à l'université. Là, j'ai resté longtemps, trop longtemps, mais je me suis amusé aussi. Fait que c'était des belles années de ma vie. Ton anglais aujourd'hui, vu que ça se passe en anglais, le meeting Nature. Ouais, c'est ça. C'est sûr que à un moment donné, j'ai commencé à écouter un peu plus des émissions en anglais faciles à comprendre, tout ça. Puis qu'est-ce que t'écoutais? Genre Three's Company, Family Feud. J'aimais beaucoup les jeux questionnaires de Price is Right, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment Three's Company qui était mon émission préférée à ce moment-là avec John Ritter, puis Suzanne Summers, etc. Puis à ce moment-là, aussi je lisais beaucoup des revues de sport en anglais à partir du fin secondaire, tout ça. Tu sais, quand on fait des poules de hockey, des poules de baseball, de football, parce qu'on organisait plein de poules. Fait que Hockey News. Hockey News. Mais le fait de le parler, c'est pas pareil. Tu sais, comme quand je suis arrivé, j'ai travaillé dans le junior 25 ans sans avoir à vraiment utiliser l'anglais. Fait que quand je suis arrivé dans mes premiers meetings avec Anaheim, effectivement, t'as comme un blocage quand même, une non-assurance en toi parce que c'est de passer, des fois, ça peut être juste un mot ou deux qui t'a manqué dans ta phrase ou que t'as pas dit au bon temps de verbe ou tout ça. Puis ça peut, je suis sûr que les gars, ils m'encourageaient, ils disaient pas, we don't understand. I'm like, tu sais, j'ai jamais entendu de commentaires négatifs par le biais d'autres non plus. Mais c'est sûr que moi, en français, mon meeting de la Ligue nationale serait pas mal meilleur. Ton pitch de vente serait plus solide. Ah oui, c'est sûr et certain. Là, mais tu sais, Martin, à la fin de l'année, Martin Madden, notre dépisteur-chef, il nous laisse toute l'opportunité une dernière fois dans un meeting 1 à 1
de dire par rapport au dernier meeting les points qu'on n'était pas d'accord, les points qu'on voudrait qu'ils changent. Fait que là, j'ai eu la chance pendant une couple d'heures, 1h30, 2 heures au téléphone avec lui de faire mon dernier pitch en français. Fait que ça aide un petit peu pour la finalité. L'examen final est en français. Exact. Fait que c'est ça, le tennis, on revient à la question initiale. Tu t'es amené au hockey. Ce qui m'a amené au hockey parce que à ce moment-là, au club de tennis Longueuil, il y avait un dénommé Claude Ruel qui est connu pour les plus vieux, peut-être moins pour les plus jeunes comme toi, mais c'est un nom que tu as entendu parler quand même. Oui, Claude Ruel, je veux dire, il a été responsable du recrutement du Canadien pendant plusieurs années, puis il a été comme un peu une référence dans le milieu. Oui, parce que c'était comme aujourd'hui, il y en a comme 4 par équipe qui s'occupent du développement des joueurs. Dans ce temps-là, il y en avait juste un, puis c'était lui. Donc, lui, il était recruteur, mais il était entraîneur adjoint. En fait, c'est le premier entraîneur adjoint dans l'histoire de la Ligue nationale. Oh. C'est une histoire qui est un peu... on a 2 minutes, je vais te raconter ça. Si on a 2 minutes? Ouais, on en a 3. C'est que Claude, c'est lui qui avait vraiment mis le pied à terre par rapport à Guy Lafleur, la sélection Guy Lafleur versus Marcel Dionne. À ce moment-là, c'était vraiment 1-2 ou 2-1. Ouais. Puis Scotty Bowman, c'est l'entraîneur du Canadien à ce moment-là. Puis l'année subséquente, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, Scotty Bowman a eu quand même petit frotta avec Guy Lafleur au niveau de... Ben, il était de même, Scotty Bowman, avec tous les recrues. Il passait beaucoup de temps sur le banc. Fait que, puis Guy, ça a pris quelques années avant que ça débloque. Oui. Fait que là, je sais pas si c'est l'année 1 ou 2, mais à un moment donné, Scotty, parce que Piton, qui est Claude Ruel qui m'avait raconté ça dans l'auto, il dit... Son nom, c'est Piton? Ouais, c'est Piton. J'ai jamais demandé pourquoi. Ben oui, mais il y a quelqu'un qui m'avait raconté que c'était à cause qu'il aimait beaucoup, parce que c'est un gars de course de chevaux, Piton. Puis il aimait beaucoup un cheval, je pense, qu'il votait toujours sur lui, où il disait, tu votes toujours pour des picouilles, puis là, il l'appelait Piton, puis en tout cas... L'amalgame est dur à aller rejoindre, là. Mais je pense que ça a rapport avec les courses de chevaux. Fait que... Une autre affaire de l'époque, les courses de chevaux. Ouais, ça existe plus, ça. Blue Barnet, ça existe plus. Je pense que les dernières sont mortes à Trois-Rivières, là, 10, 15 ans. En tout cas, Montréal, c'est avant. Fait que, à ce moment-là, Guy Lafleur passait beaucoup de temps sur le banc, puis là, Bowman, il avait dit, lâche donc ton recrutement une couple de jours, tu vas venir avec moi dans l'Ouest canadien pour le voyage, tu vas t'occuper de lui après les pratiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça maintenant, des pratiques des fois en 2 temps, les blessés, les joueurs qui jouent pas, versus la pratique de l'équipe régulière. Fait que c'était pas à mode dans ce temps-là, mais Claude avait dit oui, tout ça. Fait que il se ramasse dans un voyage, on va dire Vancouver. Je pense que Winnipeg était national à ce moment-là, avant la dernière édition de Winnipeg en ce moment. Je sais pas quelle autre équipe à ce moment-là, mais il était sur ce voyage-là, puis il a dit, bon, ben, là, on va dire 1 heure ou 2 heures avant le match, je me souviens bien ce que Claude m'avait dit. Il a dit que t'es ici, il dit, tant qu'à être ici avec moi, je dis, pourquoi tu viendrais pas derrière le banc? À ce moment-là, il y avait juste un entraîneur derrière le banc dans toutes les équipes nationales. Fait que là, il savait pas s'il avait le droit, il avait demandé la permission à la Ligue nationale, des bureaux nationaux l'après-midi, est-ce qu'on a le droit d'emmener un autre entraîneur derrière le banc? Fait que là, ils ont obtenu la permission, puis à ce moment-là, Claude a pas lâché le banc. il est resté entraîneur adjoint à ce moment-là. Okay. Je pense pas qu'il était recruteur-chef à ce moment-là. Je pense qu'il était, à ce moment-là, il s'occupait du développement des joueurs aussi. Là. Fait que Claude a fait à la fois du stage. Oui, il a été recruteur longtemps. Recruteur et coach et développement des joueurs. Et développement des joueurs, mais là, je pense que quand il s'en est derrière le banc, là, c'est les autres facettes ont tombé pour lui. Fait que... Mais il est un peu une légende comme recruteur, ça se peut? Oui, Claude était très bon comme recruteur, mais ce que les joueurs parlent de lui, comme des années après, comme Patrick Roy ou Claude Lemieux ou Stéphane Richer, avec admiration devant lui, c'était par rapport à le côté développement qu'il a réussi à faire avec eux autres. Je veux rien enlever à son côté recrutement aussi, mais quand on entendait parler de lui, c'est surtout par rapport à l'aspect développement des joueurs, parce que il mettait tout son cœur. Je faisais de la route avec lui, puis j'allais dans l'année avant que je commence officiellement. C'est comme ça que ça a commencé. C'est que là, je ne sais rien de raconter. C'est que j'étais professionnel au club de tennis Longueuil, puis des fois, il me demandait pour jouer avec lui, tout ça au tennis. Puis là, moi, j'ai dit à ce moment-là, j'ai toujours aimé ça évaluer, j'ai toujours aimé ça regarder les sports. Quand j'étais tout petit, genre 6, 7, 8 ans, je regardais, supposons, le Major League Baseball Series, puis là, je prenais des notes, des statistiques, je faisais un rapport de match. J'ai encore les petits cahiers chez nous, les petits cahiers Canada, là. Ah oui. J'ai comme des 2, 3, 4 livres comme ça de quand j'écrivais ça. Puis j'ai dit, Claude, j'ai toujours aimé ça, faire ça. Fait que j'ai dit, je vais te suivre juste pour le fun, voir ce que ça te dirait, tu sais. Mais j'étais pas dans l'optique que c'était sûr de devenir recruteur. Fait que c'est comme ça que j'ai fait peut-être, on va dire, 1 an de stage, entre guillemets, avec lui, à faire les routes du Québec puis de l'Ontario, peut-être 2 fois par semaine avec lui. Puis
à la fin de l'année en question, c'est là qu'il a donné mon nom à Drummondville pour devenir recruteur parce qu'il connaissait le DG à Drummondville. Fait que j'avais 91, j'avais comme 24 ans à ce moment-là, ouais. C'est toi, tu arrives du tennis, tu as joué au hockey, mais tu n'as pas joué, mettons, élite. Non. Tu arrives un peu avec un œil, j'imagine, un peu plus amateur. Quand tu commences avec lui, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il t'apprend? Quels sont les rudiments qu'il dit? Comment il a procédé avec toi? Ben, premièrement, c'est ça. J'ai toujours été un gars, sans être élite, à avoir joué junior majeur, j'avais quand même un certain niveau, mais j'ai toujours, même quand ça c'est une affaire que j'ai pas raconté, mais depuis que j'avais l'âge de 4 ans, que j'allais voir toutes les games du junior de Montréal. OK, donc déjà t'étais familier. Ouais, mon père était un gros tripeux de hockey. Il a jamais manqué une période du Canadien de sa vie jusqu'à date, là. Il a jamais manqué une période du Canadien. Même les années noires. Même les années noires. Ouais. Tabarouette. Non. Fait que non, mais je veux dire, moi, j'ai toujours été impliqué dans le hockey, comme partisan ou comme analyste moi-même tout seul à la maison, même quand j'étais tout petit. Donc, l'œil que Claude m'a permis d'apporter, c'est plus son expérience de dire que dans le fond, faut faire attention pour pas juger trop rapidement. C'est important de pas se fier à 2 ou 3 matchs seulement dans une année en question, de vraiment travailler fort pour les voir très souvent dans différentes situations. Puis il disait toujours, tu laisses une chance à tous les petits gars, là, mon Stéphane. Tu laisses la chance à tous les petits. Il disait ça toute l'année. C'est un peu utopique, là. On sait bien que le gars qui est rendu à 19 ans... Mais c'est un mindset, quand même. C'est un mindset, c'est exactement ça. Tu sais, c'est J'entends des fois des recruteurs dans la Ligue nationale, puis ils me diront pas le nom du joueur, là, mais tu sais, on est au mois d'octobre, on dit lui, il est mort dans mon livre. Puis c'est un prospect en plus. C'est pas s'il me dirait ça d'un gars qui joue sa 4e ligne à 19 ans, il finit son junior, je comprendrais, mais je sais très bien qu'il me parle pas d'un gars comme ça. C'est pas ceux-là qu'on regarde spécifiquement. Puis je l'ai entendu souvent cette phrase-là. C'est comme avec fierté en plus de dire ça. Alors que il y a des fois des joueurs, même si à 17 ans, ils ne seront pas repêchés, ils peuvent se développer à 18, à 19, puis on a vu même des joueurs de 20 ans qui jouent dans le national aujourd'hui qui n'avaient même pas été repêchés du tout de leur vie. Fait que puis c'est souvent ceux-là en plus qui font notre nom comme recruteur. Oui. C'est facile de repêcher un 3e overall dans le national, mais de trouver un invité ou de trouver un choix de 7e ronde qui, même s'il joue 145 games, c'est 145 games de plus que 98% des choix de 7e ronde. C'est eux les plus difficiles. Même 3e au total, il y en a qui se trompent. Je veux dire, tu demanderais aux Canadiens s'il y avait à refaire, peut-être qu'ils ne prendraient pas Kotkaniemi. Puis vous avez précisément repêché 3e cette année à Anaheim. Puis le plus surpris a été Beckett-Seneca quand vous l'avez nommé. Puis Beckett, tu parlais des gars qu'il faut pas tuer. Il était pas top 5 au début de l'année, là, sur la liste de beaucoup de monde. Là, je vais répondre dans un premier temps parce que ça, on l'a répondu à quelques reprises. C'est que Beckett, on a rien fait pour qu'il pense qu'on le prenait. Mais Columbus, on fait beaucoup de choses avec lui. Utah a fait beaucoup de choses avec lui. Canadien, tu pourrais vérifier tes sources, mais si Demidov était pas là, peut-être que c'était leur choix. En tout cas, c'est des rumeurs que j'ai entendues. Tout ça pour dire que les équipes 4, 5, 6 ont fait beaucoup de démarches, puis nous autres, on a fait le strict minimum. Donc, le maximum, si ça fond, à part la petite entrevue de 20 minutes de Buffalo Combine, bien entendu, on l'a fait avec lui, comme tout le monde. Mais souvent, dans les cas de gars que tu veux prendre dans les 7, 8, 10, 12 premiers, les équipes vont même aller manger avec lui à Buffalo. Puis laisser de côté la petite entrevue de 20 minutes puis se concentre sur quelque chose de plus majeur. Puis, avant le draft, dans les 2-3 jours avant, les staffs, on arrive, les choix de première ronde, généralement, sont là aussi 2-3 jours avant les autres. Et là, ils vont manger aussi avec... On n'a rien fait de tout ça avec Seneca. Fait que vous avez gardé vos cartes. Je ne sais pas. Honnêtement, je penserais pas, parce que je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il parte 2e. C'est vrai. Je penserais pas. Il y avait un top 2. Ou peut-être que Chicago, peut-être mon boss Verbeek pensait pas que Chicago le prendrait, mais qu'il y a une équipe qui pouvait peut-être s'avancer à la place de Chicago, parce que Chicago, on n'entendait jamais Seneca, on entendait Levchunov, Demidov, c'est ça. Exact. Fait que à ce moment-là, j'ai pas demandé la raison pourquoi, mais pourquoi on a fait ça, parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on a pris. C'est pas parce qu'on a fait ça systématiquement que tout le monde on a rencontré des joueurs russes qu'on n'avait pas eu la chance de jouer de façon plus étendue avant le repêchage, qu'on n'a pas fait avec Seneca. Probablement que toutes les possibles cartons rouges qui auraient pu être levés dans le cas de Seneca par rapport à, je sais qu'on a fait des enquêtes,
autre que la rencontre avec lui, peut-être avec les entraîneurs du passé. On a quelqu'un dans le staff qui connaissait le jeune depuis l'âge de 11 ans, son neveu avait joué avec, tout son hockey mineur. Il y a peut-être des étapes qui ont été faites qui disaient c'est correct, on n'a pas besoin de le rencontrer une autre fois, on est confiant. Fait que tout ça pour dire que lui était surpris, c'est ça qu'il a dit après l'entrevue, c'est pas parce que je m'attendais à partir, il y a du monde qui dit hey, s'attendait-tu à partir 20e de non, c'est juste que nous autres, il n'y avait pas d'attente envers nous autres. Il pensait à partir de Columbus que c'était possible. En fait, c'est que le clip est devenu viral parce qu'il est sur son cellulaire, puis sa face, puis il dit à sa mère « What the fuck? » C'est lui sur ses lèvres. Mais là, je veux en dire, c'est surtout que Beckett Seneca, c'est sa progression qui a marqué cette année. Parce que Beckett, il est passé de top 15 à top 12 à top 10 à 3e au total. Puis ça, c'est intéressant. Oui. Sauf que là, je vais faire un peu d'éducation, mais pas juste envers toi, envers tous ceux qui... Moi, je dis pas non plus que... Moi, je l'ai pas évalué personnellement. Je rapporte ce qui a été dit. C'est ça. Puis c'est ça qu'on jase souvent, les recruteurs entre nous autres. Il y a tellement de monde qui font des listes maintenant, aujourd'hui, que tu sais pas c'est quoi leur liste à la base de travail qui a été faite par rapport à ça. Il y en a des souvent, fois... c'est les autres listes. C'est ça qui est déplorable. C'est qu'ils se prennent les listes de quelqu'un d'autre. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, des fois, il y en a qui font des moyennes de la liste à McKenzie, la liste à Button, la liste à FC. Là, je fais une moyenne, puis là, lui, là, le journaliste sort ça, il l'a classé 17e. C'est que nous, on est 10 à 12 personnes qui voient à peu près 200 matchs par année. Fait que c'est impossible qu'une personne seule ait le même regard qu'une équipe de 10 personnes, un en Suède, un en République tchèque. Puis nous autres, on nous demande de voir au moins 75-80% des matchs en personne, tu sais, pour de pas se ramasser avec 90% de viewing sur le web, parce que moi, j'en fais beaucoup, j'en fais peut-être même 30%, là. Mais j'ai rien contre ça, sauf qu'il y a des choses qu'on peut pas voir sur la vidéo, là. Comme quoi, par exemple? Exemple, les options, quand le joueur a la rondelle, on va nécessairement une option de passe, mais on verra pas si c'était la meilleure option, s'il y avait un joueur qui était mieux placé, mais qui est pas dans l'angle de la caméra. Le non-verbal... le body language, si la caméra suit plus le non-porteur, souvent c'est lui qui avait la rondelle, puis qui est dans le vidéo, puis il fait un hochement de tête parce que quelqu'un n'a pas fait une passe, ou il tape le bâton sur la glace, ou nous autres, des fois, on va s'arranger pour être pas trop loin du banc, fait qu'on va voir quand l'entraîneur lui parle, s'il a l'air d'être intéressé ou s'il s'en fout. La façon qu'il se présente sur un face-off, es-tu prête pour le face-off quand la rondelle passe? Pas sûr que la caméra va être tout le temps sur lui. Et là, je suis prêt à te nommer plein d'exemples. Des back-check, excusez-moi. Repli défensif. Le repli défensif. À ce moment-là, si F3, c'est le dernier en arrière, puis la rondelle est loin en avant, tu vois pas quelle énergie il met. Tu sais, dans le fond, il a peut-être mis juste 80% de l'énergie. Nous autres, on sait c'est quoi 100%, puis le commun des mortels aussi va le voir, là, pas juste un recruteur. Puis si le repli défensif il est donné à 80%, finalement, il arrive un quart de seconde en retard pour lever le bâton de l'adversaire, le 100% lui aurait permis. C'est impossible de voir ça sur vidéo. La vitesse, l'élément technique qui est difficile, c'est vraiment le patin. Le patin, je l'ai vu pendant la COVID. Parce que pendant la COVID, les joueurs jouaient pareil, on n'a pas le droit d'y aller. La Ligue du Québec avait des bulles, tout ça. Avant qu'on ait le droit, certains droits, les dépisteurs, on a été un long moment à recruter par le web. Puis quand j'étais allé à ma première game, comme on va dire 4, 5, 6 mois après, qu'il avait recommencé à jouer, je me souviens plus exactement, là. Puis je me ramassé dans l'aréna Gatineau, une petite aréna, là, c'était pas dans l'aréna des Olympiques. J'ai dit, wow, il patine. J'avais l'impression que c'était vraiment un patineur moyen à ordinaire, tu sais. Sur vidéo. Sur vidéo. Fait que, si tu l'as vu en personne quelquefois puis tu connais son patin, après ça, c'est pas grave que tu évalues pas son patin sur le web. Mais, fait que ça, c'est fait, en fait, là, je sais plus de quelle question on parle, mais je vais juste finir avec ça. C'est la progression de Beckett. Ouais. OK, on va revenir là-dessus. La vidéo, c'est bon pour complémenter, ou si pour être un long moment sans voir le joueur. Si t'es 6-7 semaines, mais prive-toi pas d'un ou deux viewings en vidéo. Ça peut pas être négatif, là. Mais faut pas que tu comptes juste là-dessus. Donc, Beckett, à 16 ans, on va revenir sur lui, c'était quand même, un gars que, là, je parlais des listes indépendantes tantôt. C'est ça, c'est que les gens, c'est normal que les gens qui sont des mordus du hockey, c'est juste ça qu'ils ont accès. C'est normal qu'ils vont regarder ça. Moi-même, je serais pas dans le hockey, je le regarderais. Sauf que ces gens-là ont pas vu, impossible qu'ils aient vu, là. J'en connais même pas, même Craig Button fait pas ça, là. Il voit pas les 100 premiers qu'il met sur sa liste, 8, 10, 12 fois dans l'année, dans différentes circonstances, dans différents pays. C'est impossible. C'est peut-être un de ceux qui en fait le plus dans les arénas, là. Fait que, toutes les autres, là, je dis, c'est impossible aussi, de faire cette job-là tout seul. Fait que, bon. Il y a 32 listes aussi. Alors, est-ce que Beckett Seneca était
comme tu dis, avec les listes que tu as consultées, 15, 12. 17e, 15, nous, 12, on nous sait aussi, on a une personne qui fait sa propre liste ici au podcast, mais évidemment, il le fait avec une stat. Fait qu'il peut pas le voir en vrai. Fait que ça reste limité. Mais Beckett aussi, c'est qu'il a grandi de quoi? 2 pouces? Combien de pouces qu'il a grandi? On nous a dit 3, je pense. 3 pouces en 3 comme... pouces. Ouais, un an et demi, pas grand temps, 1 an et demi depuis son repêchage. Exact. Fait que ça, c'est quand même exceptionnel aussi. Oui. Puis, à 16 ans, dans le junior, je pense que la plupart s'accordaient pour dire que c'était pour être un top 10, top 15. Il était déjà à 1 point par match avec un club qui était en reconstruction. Il montrait de très belles choses. Ça, c'est plus qu'il y a eu une très bonne année 16 ans, puis il y a eu une première moitié plus ordinaire. Fait que c'est pas que là le monde ce qu'il pense c'est que il a juste éclaté à la fin puis c'est un no-name qui arrive. Non, Beckett Seneca, c'est un repêchage très actif dans l'Ontario. Il a tout le temps été évalué comme un des meilleurs d'Ontario. Il a joué dans les moins de 17 ans, il a joué dans les moins de 18. Fait que c'est juste que sa première moitié de saison, il jouait un petit peu plus S-Ouest. Il essayait des choses on appelle ça du fignolage. Il mettait de la moutarde puis tout ça. Puis là, en deuxième moitié de saison, ils l'ont placé avec Richie, le premier choix de Colorado, puis Robrecht, un choix de 3e ronde, je pense, des Rangers. Puis c'était pas comme le gars qui ramassait des points gratis. Là. Il faisait vraiment fonctionner la ligne lui aussi. Parce que ça, c'est pas nécessairement quelque chose. Non, les points, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en parle. Là, puis j'en ai moi-même parlé son année 16 ans. Parce que là, je sais pas commencer à nommer les 12 critères qu'on avait aimés à 16 ans, mais c'est pas quelque chose qu'on tient tellement en compte. Ceci dit, c'est très rare qu'on va voir un gars, supposons que Seneca aurait fini l'année avec 5 buts, 4 passes, il n'aurait pas parti 3e au final. Non, exact. mais on regarde, c'est comment qu'il ramasse ses points. C'est-tu des points faciles? C'est-tu des 2e assists sur le jeu de puissance qui a juste remis la rondelle au défenseur ou il a créé beaucoup de premières passes, des primary passes qu'on appelle avec des passes primaires. Donc, les points, c'est une certaine mesure. On regarde plus la qualité de ces points-là. Les buts, les as-tu marqués d'une distance que dans la Ligue nationale, tu seras plus capable d'en marquer. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de Stamkos pour Ovechkin dans la Ligue nationale qui marque à 40 pieds et plus. Fait que s'il fait ça dans le junior parce qu'il a eu la chance de jouer, je sais pas moi, 38 games contre le backup de l'autre équipe puis qu'il échappe de la mythe 3/4 de ses buts, tu sais, faut regarder comment que les buts ont été marqués. Alors, tout ça, cet exercice-là, moi-même, je le fais à la fin d'année, je regarde tous ses buts, toutes ses passes, puis là, je regarde la qualité de... si je vois que ça se transpose dans la Ligue nationale, ce genre de production-là. Alors, donc toi, même s'il n'est pas en guillemets sur ton territoire québécois, t'es quand même consulté pour un gars comme Beckett Seneca. C'est que moi, ma cédule est moitié-moitié Québec-Ontario. OK, c'est ça. C'est ça. Fait que une chance parce que après les 6, 7, 8 gros noms au Québec, là, faut gratter les fonds de tiroir depuis quelques années pour il y en a, je pense qu'il y en a eu 12 ou 13 repêchés l'année passée, puis il y a des années qu'il y en a plus, du Québec. Il y a des années qu'il y en a plus parce qu'il y a des Ontariens qui jouent au Québec qui sont repêchés. Il y a des Européens qui sont repêchés. Il y a les gars des Maritimes. Parce que je sais pas si tu parlais, si tu parlais seulement des Québécois, là. Ou de la LHGMQ. LHGMQ at large. Fait que des fois, on est entre guillemets, si je parle juste du Québec, on est aidé par le fait qu'il y a 4, 5, 6 joueurs des Maritimes. Souvent qui sont repêchés. Fait que là, on arrive à 15, 16, 17, 18, mais quand tu regardes juste les natifs du Québec, là, on est dans 6 et 9 habituellement. Fait que moi, je fais l'Ontario, ça dépend des équipes, mais nous, on a juste un gars en Ontario. C'est la ligue qui est le plus repêchée à travers le monde. On a seulement 45, 55 joueurs repêchés, puis au Québec, on est comme je te disais, entre 12 puis 18 généralement. Mais ceci dit, ce n'est pas alarmant et anormal toujours parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 300 000 joueurs d'enregistrés en Ontario. Ça, je le répète souvent du monde. 300 000. 300 000. Puis au Québec, on est 85 000 enregistrements de hockey. On est descendu dans les plus bas fonds. On a déjà été autour de 100 à 110. Si tu rajoutes les Maritimes avec ça, on est autour de 130, 135. Fait que c'est normal qu'au minimum, qu'il y en ait 2 fois plus qui se fassent repêcher et 2 fois plus grand. Et si on parle juste Québec-Ontario, on parle de 3 fois et demi plus grand. Alors, c'est impossible qu'on en arrive à 45, 55. Je pense si on se maintient plus autour de 20, 22, 23, 24, ça serait idéal. Mais dans les 45 à 55 d'Ontario, il y a aussi des Européens qui se font repêcher. Il faudrait tout retirer puis là, faire une étude là-dessus. Alors, je fais moitié-moitié ma cédule Québec-Ontario. Fait qu'exemple, Beckett, je l'ai vu 13 ou 14 fois l'année passée. OK, donc t'es dans la discussion. Oui, dans la discussion primaire. Martin, ce qu'il veut, notre dépisteur-chef, c'est dans le fond qu'il y ait 4 à 5 opinions avec quelque chose qui back ton opinion, c'est-à-dire un nombre de visionnements suffisant.
on s'en parle d'au moins, disons, 7, 8, 9 dans l'année, là, à différents moments, pas juste 7 avant les fêtes, ou pas si t'es malchanceux puis t'as vu, je sais pas moi, 5 contre-performances d'un gars qui était très bon toute l'année, mais faut que tu t'arranges pour balancer puis aller retrouver ça, c'est bon, c'est ça qui est bon pour Instat puis Sportlogic. Quand tu s'en vas à une game, tu ne sais pas si le joueur va bien performer ou pas. Quand tu es chez vous puis t'as les 22 dernières games, tu n'as pas vu de joueur, puis tu sais que tu l'as vu mal jouer la plupart du temps, puis c'est pas le reflet de sa saison, mais tu vas t'arranger pour aller voir au moins 2 games qui étaient très bons. Pour pas rester sur ton opinion que gna, tu sais. Fait que faut que tu sois réaliste en fonction de la saison que le jeune a connue. Alors, 50-50, mais dans le fond, c'est plus 40-40, parce que je joue un peu aux États-Unis aussi pour l'équipe nationale américaine des moins de 18 ans. Vu que je fais de l'Ontario, ben, je suis souvent dans le coin de Windsor, ou Sarnia, Flint. Eux autres sont pas loin, Détroit. Et puis, j'ai en backup, je soutiens le gars de la Massachusetts, Boston, pour si jamais il y a des... Mais juste pas pour tous les joueurs, mais plus pour les 3-4 premières rondes. Comme cette année, il y a Higgins qui va jouer à Boston College. James. Et il y a Boumediene, un Suédois, qui va probablement s'en venir. Il a annoncé ça la semaine passée à Boston University, qui devrait être un choix assez important cette année aussi. Puis si jamais il y a des gars dans les prep schools dans l'État de Massachusetts qui sont pour être classés dans les 3-4 premières rondes, je vais aussi aller les voir. Fait que on peut dire 40-40 ou 20, à peu près. Est-ce que les scouts européens se font demander leur opinion sur un Seneca ou on a nous autres, le groupe de base, là, comment ça fonctionne, notre staff, c'est que il y a Martin Madden, bien entendu, qui fait le tour du monde puis s'arrange de voir tout le monde, même les choix plus lointains. On a un gars à Chicago, un gars en Suède, puis un gars dans l'Ouest canadien qui, eux, font la tournée mondiale, c'est-à-dire que les 30 à 40, on a plus 40, les 40 premiers au monde, faut qu'ils s'arrangent pour au moins les voir à 3 à 5 fois en personne. En plus de faire leur propre territoire. On s'entend que le gars de l'Ouest, il fait quand même sa ligue, mais il y a quelqu'un d'autre là-bas pour l'aider. Le gars de Chicago, il fait la USHL, puis les collèges américains, mais il y a 2 autres scouts aux États-Unis, mais il vient aussi, si j'ai 3-4 gars importants au Québec, il va venir les voir dans l'année. S'il y a 7-8 gars vraiment importants en Ontario, tu sais, dans le top 40, je te parle. Fait eux autres, ils ont cette vision-là plus mondiale. Mais elle est moins détaillée, mais ils ont une vue plus globale. Elle est moins détaillée dans le sens qu'ils savent que moi, je l'ai vu peut-être l'année passée, je l'ai vu 19 fois. Fait que, tu sais, si lui, il l'a vu 3-4 fois, je dis, regarde, je te jure, là, t'as pas été chanceux, là. Il est meilleur que ça, là, tu sais, exemple, là. Tant mieux s'il vient puis il voit le reflet de ce qui est vraiment, là, à ce moment-là, il fait juste écouter me parler puis il acquiesce à ce qu'on dit, là. Ça donne que vous l'avez pris aussi cette année, Maxime. Oui, c'est ça, j'apporte à lui comme exemple, parce que je pense que c'est celui-là que j'ai vu le plus souvent, l'année passée, là. Puis, quand t'as une année, quand t'as le contexte sociopolitique actuel de la Russie puis qu'un gars comme Demidov est top 5, comment vous faites pour... Ben, c'est ça, je pense que c'était, on va le voir, l'avenir va nous dire dans 10-15 ans, si vraiment c'était le 2e meilleur joueur du repêchage, comme beaucoup proclament, mais encore là, avec quel visionnement ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais le Canadien avait un certain degré de confort avec le jeune, étant donné que leur dépisteur-chef, co-dépisteur-chef, Bob Ruff, c'est ça, réside, ou en tout cas, il l'a vu en personne. Et puis, nous autres, c'était pas le cas. Il y a eu une petite visite en Floride dans les semaines précédentes, là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que c'est sûr que quand tu repêches un jeune de même, puis là, t'es rendu en 4e ronde, ça fait moins grave de faire une erreur. Mais quand tu repêches même je te dirais ton choix de première ronde, c'est peut-être en général. Le Canadien avait un degré de confort que les autres équipes, pas juste nous autres, probablement Chicago, puis Columbus n'avait peut-être pas, ou il était plus loin sur leur liste. Là, on sait jamais ces choses-là. Non, c'est ça. La rumeur veut que s'il était plus disponible à 5, le Canadien traded back pour Boyum. C'est ce que j'ai entendu. Après ça, est-ce qu'on le saura jamais? C'est facile de discuter. À moins que tu aies eu une personne qui était à table puis qui te dise la vérité. Exact. Mais je pense, c'est ayant quelqu'un en Russie. Puis je pense que le père à Bobrov qui travaille pour le club. C'est sûr que tu as des informations que c'est pas tout le monde qui a peut-être. Mais c'est sûr et certain que d'autres années, il y a eu le facteur russe, qu'il y en a qui avaient peur par rapport à l'attitude ou le fait qu'ils peuvent retourner là-bas, puis tout ça, puis il n'y a pas d'entente avec la KHL. Mais dans le cas de Demidov, ça l'a pas joué du tout comme un facteur parce que tout le monde le savait. Et aussi, nous, on l'a rencontré là-bas en Floride.
Puis tous les renseignements sur lui étaient vraiment là, outstanding, positif. Fait que c'est pas ça qui a joué contre le fait qu'il a sorti 5e au lieu de peut-être sortir 2e. Exact. Toi, t'es là depuis 2012 à Anaheim? Ouais, 12-13, je pense, la première année. 13. C'était Bob Murray quand t'es arrivé? Oui, exact. Là, c'est Pat Verbeek. Ouais. Quand t'as un nouveau GM qui arrive en poste, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta job, dans ton... Honnêtement, moi, rien. Il y a des choses qui peuvent changer si les consignes en question changent entre lui et le recruteur-chef. Qui est Martin Madden. Qui est Martin Madden sur les deux. Il était là sous les deux DG différents. Puis, honnêtement, là... Martin tient gros bout du bâton là, avec la réputation qu'il a, puis la longévité qu'il a en Anaheim, puis le travail qui a été accompli généralement très bon depuis tant d'années. Ça fait en ça fait en sorte que c'est Martin Madden qui c'est ça, il est pas d'accord avec ce que je viens de dire. J'avais coupé le son pourtant. Fait que c'est ça. Martin, sa philosophie, je pense qu'elle est facilement acceptable. Puis les gens ont vu le travail puis les résultats. Je sais que là, ça peut avoir bizarre de dire ça pour une équipe qui est depuis 4-5 ans est dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Mais quand vous êtes en reconstruction. Quand on regarde les résultats de... C'est pas nous autres qui fait ça, là, on fait pas notre propre auto-publicité, mais quand il y a des Hockey News de ce monde font des espèces de... Il y a différentes façons que le nombre de matchs de la Ligue nationale, le nombre de joueurs qui jouent. Il y en a d'autres qui font des quantifications de chaque choix, de chaque repêchage. On est tout le temps pratiquement mentionné dans les 6, 7, 8. Dans les 10 dernières années, on est toujours dans les 6, 7, 8. Là, comme là, au niveau... C'est sûr qu'il y a des facteurs. Là, comme là, on a beaucoup de choix, fait que ça aide à avoir une banque d'espoir qui est large, garnie, qui dans toutes les positions, mais je pense qu'il y a des façons de faire qui regardent aussi s'il y a eu des erreurs, même si tu as beaucoup de choix, tu sais. Fait que oui, on a fait des erreurs, mais fait que je pense que c'est impossible de frapper pour 1000. Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on contrôle absolument rien à part notre propre travail, mais je veux dire, on contrôle pas ce que le jeune va vivre, ce que le jeune a vécu, ce que le jeune va faire comme choix de vie. Vous avez un contrôle, j'imagine, sur son développement un peu. Oui, mais ça part toujours de la volonté. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est que... Parce que quand Pat... Mais là, encore là, juste pour finir là-dessus, peut-être pas finir, peut-être en rejaser, mais ça dépend de ça. Mais si tu as évalué que sur la patinoire, tu le vois qu'il se défonce tout le temps, si tu as entendu juste du positif depuis qu'il est midget, si ses coéquipiers parlent de lui comme c'est le premier gars de mon équipe que j'amènerais avec moi parce que c'est un exemple, ça me surprendrait qu'en bout de ligne, à un moment donné... il change complètement. Là. Fait que on contrôle, parce que si on prend un paquet de chances sur un paquet de gars qui ont eu des réputations de mauvaise attitude ou de pas travaillant, ça risque de jouer contre nous autres. Là. Parce que j'avais entendu dans une entrevue que Pat Verbeek avait un style de joueur qu'il aimait. Il y avait certaines, pas dire commandes, mais certaines caractéristiques qu'il aimait. C'est des choses qu'il peut dire, mais c'est pas des choses qui... C'est pas écrit sur papier, c'est pas imposé. C'est pas imposé. Tu sais, je pense qu'à travers tout ça, il faut faire attention parce qu'il y aurait des exceptions. Je veux dire, si c'est le cas cette année, on n'aurait pas pris Alexandre Blanc 4e ronde parce qu'il pèse 151 livres, là, je veux dire. C'est vrai que autant on aurait tout aimé qu'Alexandre soit déjà à CC4 210 livres, là. Mais si ça aurait été le cas, il aurait pas parti en 4e ronde. Fait qu'il faut savoir analyser les choses au bon moment. Donc, si tu as besoin de te grossir puis tu vas repêcher Catton, puis tu as déjà 3 joueurs que tu sais qui vont jouer sur ton top 6 en bas de 5 et 11 dans les années que tu veux gagner la Coupe Stanley, ça peut arriver souvent dans les 30 dernières années qu'un club gagne en bas avec 4 gars. Puis là, tu vas prendre Sénéqué à la place parce que ton DG va te dire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça va nous prendre du physique aussi, ça va nous prendre des gars qui sont plus difficiles à tasser parce que Beckett, on pense qu'il va atteindre 6'5", 220. Sa mère mesure 6 pieds 1, son père mesure 6 pieds 4, sa mère est un athlète national au volleyball. Là. Ah oui, je sais pas. Ouais. C'est une famille d'athlètes. La sœur, elle joue universitaire volleyball aussi. Le père était bon dans un sport, mais c'est pas lequel. Mais ça, pour te dire que ça, c'est des choses qu'on regarde en passant, le passé génétique. Là. Ouais, j'ai toujours entendu dire, si tu veux savoir un joueur, qu'est-ce qu'il va donner, regarde ses parents. C'est tout ce que j'ai toujours entendu. Entre autres, évidemment. Il y a sûrement des exceptions. Mais oui, c'est sûr que oui. Il y a des exceptions, mais on regarde ça quand même un peu. C'est un plus, disons. Fait que oui, dans les meetings, il en parle, qu'est-ce qu'il aimerait, tout ça. Mais en bout de ligne, il faut réagir de la bonne façon au moment propice s'il arrive des situations où il faut déroger du plan.
Ah oui. Surtout du Québec, on n'arrête pas d'entendre parler on dirait qu'il y a une histoire d'amour entre les Ducks puis les joueurs québécois. Vous en repêchez. Les Canadiens, à chaque année, il faut qu'ils répondent à des questions. Vous n'avez pas repêché les Québécois? Vous, votre bassin, il est réel. Les Tristan Luneau, Groux, Comtois, cette année, Massé, Blais. Oui. C'est quoi la raison de l'histoire d'amour entre Gaucher, Warren, Hines. Ah oui, c'est ça. J'ai joué avec Nathan à Classique à Kevin. Okay. Ils ont été sur la même ligne samedi dernier. Il t'a fait de la place sur la glace? Il me dit, va prendre le centre. Je fais, non, je pense pas, non. Je pense que ça va être toi, Nathan. Je pense pas qu'on est dans le même. Mais super gentil, Nathan Gaucher. Super bonne personnalité. Oui. Ben ça, c'en est un hyper travaillant que je pense pas que s'il nous déçoit un jour, ça va être cette facette-là, là, qui va, on a fait une erreur parce qu'il était, non, on sait qu'il va toujours rester comme ça. Ouais, puis il vient de faire sa première saison. Exactement. Non, mais c'est ça, mais, tu sais, je réponds à ça, tu fais souvent demander. Mais il y a deux choses. Premièrement, on est le seul recruteur-chef dans nationale qui est québécois. Si on inclut pas Martin, il est co-dépisteur-chef avec le Canadien. Je parle de Martin, là, juste pour faire la différence. Tu parles de Martin Lapointe, ouais. Tu sais, fait qu'il est on peut l'inclure, Martin Lapointe, dans la discussion. Mais Martin Madden, c'est le seul qui est recruteur-chef, on est ondes, seul, dans le national, et c'est le seul depuis X nombre de décennies qu'il n'y en a pas eu un autre. Alors, on peut en reparler de ça parce que je trouve pas ça normal. Mais là, si on continue sur la discussion, c'est que Martin, il y a quand même le fait qu'il est basé à Québec. Oui, il se promène à travers le monde, mais quand il est au Québec, oui, quand il reste à Québec, mais quand il voyage, exemple en Suède, en Finlande, il peut pas voir les Québécois, là. Mais quand il est chez lui, on va dire 12, 13, 14 jours par mois. Ces 12, 13, 14 jours-là par mois, ben, il est à Victo, il est à Drummond, il est à Chicoutimi, il est à Rimouski, il va avoir des games. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas besoin d'arriver à une table comme un autre recruteur de Winnipeg ou de Columbus, puis que j'ai moins d'appui. Déjà, le recruteur-chef a validé ou non validé s'il n'aime pas le joueur en question. Fait que ça l'aide beaucoup qu'ils sentent les recruteurs de l'équipe non plus qu'on n'a pas, je sais pas si ça existe dans d'autres équipes de recrutement, ça serait plate, mais qu'il y a un blocage versus le fait de la langue ou le fait québécois ou qui évalue notre ligue plus faible. Ça a été dit longtemps, moins depuis qu'on a gagné 4-5 coupes mémoriales en ligne. Ouais, il y a Québec l'année passée. Ouais, je pense qu'on était à 4 ou à 5 à un moment donné. Fait que là, c'est sûr qu'il y a moins de discours comme ça, mais encore là, il y en a qui disent, ben oui, ils se packent des équipes, ils envoient tous les joueurs des équipes faites aux équipes fortes comme s'ils n'avaient jamais fait ça en Ontario ou dans l'Ouest. Ils font tout ça pour la Coupe Memorial. Oui. C'est la plupart, mais c'est quand c'est nous autres, c'est comme si on n'avait pas le droit de gagner. Fait que, non, mais sérieusement, là, je dis ça juste parce qu'il y a peut-être un petit pourcentage là, qui pense ça. Je ne dis pas que l'ensemble pense ça. Là. Mais nous autres, ça n'a pas été notre discours. Martin, bref. Martin, il a une vision sur le Québec, mais c'est pas le fait qu'on se dit jamais un repêchage, il faut repêcher 3 Québécois. Là. Il y a aucun facteur local pour nous en Californie. Là. S'il y en aurait un, ça serait plus le propriétaire qui dirait, hey, pêcher un gars de Californie. Anaheim, il vient de Californie, puis ça arrive souvent, puis on n'a jamais. C'est pas la même réalité que Montréal. Hein. Pourtant, ça devrait être encore plus important parce qu'il n'y en a pas 22 par année qui sont bons de la Californie. C'était pas Emerson Atem qui venait de la Californie? Oui, mais il y en a eu dans les dernières années, là, puis on n'a jamais eu, tu sais, comme cette année, Conley, il a joué pour les Anaheim Ducks, celui que Vegas a pris en première ronde. Mais tu sais, on n'a jamais eu, peu importe lui ou d'autres, dans les dernières années, Johnson, Buffalo a pris de pression de dire, ben prenez-lui parce qu'on va avoir des locaux, tout ça. Fait que je vais juste dire ça. Non, c'est un peu ironique parce qu'il sait à Montréal, là, quand le Canadien se fait taper ses doigts. Oui. Ouais, ils savent à chaque année que ça s'en vient. Mais c'est la seule club nationale qui a une réalité comme ça. En Ontario, t'entends jamais dire les Maple Leafs qui auraient dû prendre le gars de l'Ontario. C'est un facteur culturel. Linguistique, culturel. Bobby Ryan a en partie grandi en Californie aussi, je pense. Oui, puis il était repêché par les Ducks, mais ça, c'est une grosse histoire. Ça, c'est l'histoire que Crosby aurait joué pour les Ducks cette année-là s'il n'y avait pas eu de loterie. Exact. Donc, on a échappé Bédard, puis on a échappé Crosby là, par rapport statistiquement parlant sans loterie. Ça fait mal! Ça fait mal, parce que Crosby aurait joué dans les années où les Ducks étaient vraiment en plus dans les puissances nationales. Ils ont gagné 2007. Gagné une coupe, mais ils ont aussi été 6 années en tête de la division Pacifique. Puis je pense qu'ils ont 8 saisons en haut de 100 points en ligne. Mais les Crosby étaient là dans ces années-là. Mais en tout cas, on parle des années Perry, Getzlaf, Niedermayer, Pronger, Giguère, Beauchemin, Kessler. En dernier, il y avait du stock. Penner, il y avait Andy McDonald qui était bon. Oui, ça c'était un bon joueur de 3e trio, je me souviens bien. Non, je pense qu'il était sur le top 6. Il a joué top 6 un petit peu. Il a dû finir avec des à Saint-Louis, il y a des commotions.
Trop de commotion. Hein, Il y avait Proger puis Niedermayer qui jouaient chacun 35 minutes. Oui, les autres partageaient. François Beauchemin prenait un autre 20. François était le 3e en utilisation. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Je pense que on parlait de, excuse-moi. On parlait des Québécois. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de facteur, mais c'est sûr que ça aide là, que Martin reste au Québec. Ça, je l'ai dit. Puis, mais il y a quand même des recruteurs, l'Ontario, Jim Sandlack, qui vient au Québec aussi. C'est pas juste moi et Martin. Il y a le dépisteur de Chicago que je t'ai parlé tout à l'heure qui fait le tour du monde, qui lui aussi vient au Québec. Puis, s'il n'aimerait pas ces gars-là, on les repêcherait pas, là. Je veux dire. Fait que c'est pas. Tu disais, Martin, tantôt, tu as fait allusion, tu as dit Martin qui est le seul dépisteur en chef québécois. Tu as dit c'est pas normal, on y reviendra. Revenons-y. C'est juste. Si tu fais juste parler statistiquement parlant, chaque équipe a un recruteur ou à peu près au Québec. Pourquoi en bout de ligne, ces personnes-là aboutissent jamais à devenir dépisteurs-chefs? Il y aurait matière pour vous, du monde journalistique, à investir là-dessus, parce qu'il y a eu une époque. Investiguer. C'était entraîneur-chef. On va partir juste du rôle d'entraîneur-chef. Entraîneur-chef national, tu partais avec Canadien, tu n'avais pas de chance d'aller ailleurs, comme André Tourigny, Pascal Vincent, c'est arrivé dans les dernières années. C'est très rare. Ça commence à Montréal, ça floppe à Montréal, ils se ramassaient alors les Vigneault, les Terriens, Claude Julien. Tu peux en nommer, je pense qu'ils ont tous commencé à Montréal. Puis des fois même, ils reviennent à Montréal une fois qu'ils se sont fait les dents ailleurs. Mais là, ça a changé un petit peu la mentalité avec les entraîneurs. Pourquoi ça n'a pas changé avec les entraîneurs adjoints aussi? Mais au niveau du recrutement, je me trompe pas, il y en a 11 ou 12 qui sont basés en Ontario. Puis il y en a 6 ou 7 qui sont basés dans l'Ouest. Vraiment, là, si je finis le calcul, je pense qu'il y en a 1 ou 2 en Europe, fait qu'il doit en avoir 6, 7, 8 aux États-Unis aussi, mais seulement au Québec. Fait que ne pas arriver en haut de la structure alors que les équipes les embauches doivent donc les aimer comme recruteurs. Il y a un facteur d'affinité ou je sais pas, le niveau d'affinité en anglais est pas total assez fluide ou facteur d'affinité avec quelqu'un que la personne comme DG connaît depuis qu'il est dans le hockey, qui vient d'ailleurs dans le monde. Parce que plusieurs facteurs pour te rendre. Il y a Julien qui est québécois, DG Brisebois. C'est ces amitiés-là naturelles avec ton DG qui va faire en sorte que peut-être qu'à un moment donné, s'il y a plus de DG québécois dans le national, il va en avoir peut-être plus de dépisteurs-chefs parce que c'est très rare, comme Martin, qu'un Québécois, comme je te dis, depuis plusieurs décennies, c'est pas arrivé est embauché par un DG de première langue ou qui vient pas du Québec. Autrement dit, comme dans le cas de Martin, c'était Bob Murray. Mais Bob Murray avait des affinités. Il a joué dans les joueurs du Québec. C'est vrai? Il venait de Cornwall. Il était intronisé au Temple de la renommée Jean-Major du Québec il y a 2 ans. Ah oui? Il y avait sûrement un petit attachement encore là. Il avait pas joué pour les Jets ou quelque chose, Bob Murray? Bob Murray a joué aussi pour les Jets, mais je parle dans le soccer junior. Oui, je sais, mais il a joué dans les nationales aussi. Oui, il a joué dans les nationales. Il était un très, très bon défenseur. Il était un défenseur offensif, Ben, c'est ça. Martin a tellement d'expérience que les GM qui arrivent ont moins d'expérience que lui dans le front office. Même si c'est pas le front office, mais dans le bureau d'en haut quand même. Fait que ça reste une pierre angulaire qui est solide. Exact. J'adore ce genre de détour parce qu'on parlait de Claude Ruel. À la base, on parlait de Claude Ruel. Fait qu'on on finit avec le débat linguistique, peut-être, ou culturel. Non, mais en fait, on parlait de quand tu as commencé avec Claude, que tu disais l'importance de donner une chance aux gars, ce qui nous a mené à Beckett, parce que... D'ailleurs, c'est ça, je vais me rappeler. Là, ça m'énerve parce que j'ai pas de mémoire, je me souviens pas où il a fini sur la liste de Charles qui fait le scouting pour nous. Mais je me souviens d'une chose qu'il a dit de Beckett Seneca qui nous avait beaucoup fait rire. C'était que Beckett, ayant grandi aussi rapidement, tu le voyais, là, au début, il fallait qu'il... Tu sais, comme un ado qui est rendu vite, là. Puis il avait dit, tu le veux sur la glace, mais tu le veux pas comme serveur au restaurant. Parce qu'il y avait des longs membres. Mais là, je dirais à Charles... Mais ça a changé, là, je pense. Non, c'est pas ça. Je répondrais juste une boutade, genre, il y avait quand même des mains exceptionnelles. Ben je suis pas sûr comme serveur qui échapperait son plat de service. En fait, je comprends son allusion, mais au niveau des mains, je suis pas sûr que c'est le plateau, il tromperait. Je pense que tu penses qu'il va l'échapper, mais il va faire un front flip et te verser ta bouteille de... Il va faire virer le cabaret, puis l'eau va pas tomber. Exact. Non, mais c'est un magicien, là. Il a marqué des vraiment... Ouais, c'est ceux qui regardent les highlights sur YouTube, ils pourront voir qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire. Non, c'est ça. On avait, à notre spécial repêchage à chaque année, on a Charles puis on a Snake qui vient donner, qui amène une portion showbiz. Et Snake, lui, à cause du wow factor, il était comme, je peux pas le mettre bas
plus bas que je l'avais dans son top 4-5 parce qu'il dit ce gars-là, ce qu'il fait, c'est trop exceptionnel. T'sais. Ben, il aimait beaucoup Conley, je pense. Il en parlait beaucoup dans ses podcasts. Il avait le top 2. Puis, au niveau je pense qu'il serait d'accord avec moi pour dire qu'au niveau du talent naturel offensif, c'est assurément là, dans les 4-5 meilleurs joueurs de ce repêchage-là à l'attaque. Seneca ou Conley, ça? Les deux. Les deux, ok. Ouais, ça. ouais. Conley, au niveau des attributs techniques, contrôle de la rondelle, puis en espace restreint, puis c'est des talents. Il est très, très, très talentueux, Conley aussi. Conley qui a glissé pour d'autres raisons au repêchage, mais qui a fini dans la ville du vice à Vegas, qui l'a repêché là, à peu près 15-20, dans autour du 20e rang. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, bref. Mais c'est lui, il vient d'Anaheim, c'est de lui que je parlais tantôt. Ah, ok, c'est qui ça. a joué son hockey mineur à Anaheim. Conley, ça. Ouais, ok. ouais, tu vois, c'est un facteur. Je parlais tantôt. Ah, ok. Bon, tu vois. J'ai dit, on n'a jamais entendu le patron pour lui, pour d'autres, tu sais, c'est ça, je te parlais de dire, c'est bien d'Anaheim, il faudrait le prendre. Ouais. Pas à 5, là, peut-être, là, mais ça, on avait un autre choix en première ronde. On a pris le Danois, 23e rang, c'est ça. On repêchait 31, on s'est avancé à 23. Vous avez reculé à 23, ça? T'étais 21? On était 31. OK, j'ai compris, le 21. Choix d'Edmonton, on a avancé à 23. OK, donc, peut-être en espérant que Conley glisse. Il était pas loin, il était à 2. Non, mais on s'enlignait plus vers un défenseur à ce moment-là. Okay. Puis c'était vraiment lui la cible parce que Solberg, on l'avait dans notre top 15. Là. OK. Fait que c'était vraiment lui la cible. Là. Après, les 5-6 gros noms en défense là, qui sont tous partis dans les 12 premiers, là, c'était notre prochain défenseur. Oui, d'ailleurs, des belles surprises pour San Jose s'est ramassé à prendre le gars qui était à London. Là. Oui, puis Bouillon qui est parti à 14 ou 15. Ouais, ils ont tradé un. Là. Ouais, dans ces eaux-là, 12-13. C'est un très, très, très bon choix. Oui, là, genre... on pense encore. On verra. On verra. Parce qu'il y en a des fois qui font des analyses des repêchages, puis ça fait juste 3 ans que le repêchage est fini. Le gars, il vient de finir son entry-level contract. Il est peut-être même pas arrivé dans le pro encore. Donnons-lui une chance. Entry-level, ça, c'est s'il a commencé à 18 ans. Ça se peut qu'il a fait 2 ans de junior. Ouais. Donc, moi, j'attends 7 à 8 ans avant de faire une première analyse. Mm-hmm. Puis après 10, là, c'est rare que ça va revirer de bord. Là, parce que là, ça peut arriver sur 50 là, qu'un joueur va devenir vraiment meilleur à 29 versus 25. Mais un Zach Hyman. Ouais, ça arrive, mais on est rendu à 28 là, après 10 ans. Là. Fait que, tu penses que tu peux avoir une bonne idée du portrait du repêchage que tu as fait sans être... Tu vas attendre 15 ans, ben là, t'es sûr. Mais là, toi, t'es là depuis 2012, fait que ça fait 12 ans, fait que ça fait pas longtemps que tu peux... Ouais, mais 2012-2013, en fait, c'est 13 le premier repêchage. Puis 13, j'étais à temps partiel cette année-là, je travaillais dans le junior encore. Okay. Je faisais juste le Québec. Puis à partir de 2014, j'avais eu une offre d'une autre équipe nationale pour m'en aller à temps plein. Puis là, Anaheim, Martin il a demandé à Bob Murray de faire la même offre pour pas que je m'en aille ailleurs. Fait que dans le fond, c'est cette année-là que j'ai fait mon premier repêchage. Puis encore là, je pense que j'avais juste le Québec la première année que j'étais en temps plein. Je faisais un petit peu de l'Est de l'Ontario. Je pense à partir de 2015 que j'ai fait plus, je commençais à plus me promener. Ah mon Dieu, je viens d'avoir un flash. On a aussi eu le monsieur qui était avec les Sharks depuis Forever. Oui, j'ai le côté. Oui. Ah oui, qui a dû prendre sa retraite là, depuis, jamais je crois. Oui. Il apprenait jamais. Oui, il aurait poussé ça Doug, il augmentait son salaire. Non, mais tu restes ça. Mais j'ai dit que je vais t'en faire moins. Ouais, mais tu restes. Puis là, Doug est plus là. Non, ok, c'est une bonne méthode. Je vais faire ça moi aussi. Oui. Ok, j'arrête cette année. Exact. Mettons qu'il y avait un beau track record. L'année passée, mais on l'a quand même vu souvent au Creuset Vidéotron. Je pense qu'il donnait encore des renseignements quand même, mais je suis pas sûr de ça. Parce qu'il y a un track record quand même. Lui, il y avait les Vlasic, Maillère, Couture. Mettons qu'il avait donné des bonnes raisons à Doug de l'aimer. Exact. Là, ça a changé de staff là-bas. Oui, exact. Ils sont dans une nouvelle ère. Mais oui, c'est ça. On parlait de Claude Ruel. Tu sais, tu as commencé à scouter. Tu disais que tu avais 24 ans. Le hockey a tellement changé. La manière de dépister. En fait, je me suis trompé tantôt, c'était 22, excuse. 22, encore plus jeune. Oui. Mais ça a tellement évolué le hockey. Puis il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas une stat. Il n'y avait pas. Ouais. Qu'est-ce qui, de ce que Claude t'a enseigné, parce que tu sais, des fois, tu regardes des affaires d'une époque, tu fais, ça n'a plus rapport. Qu'est-ce que de ce que Claude t'a enseigné, ça n'a pas changé du tout, c'est encore vrai. Puis qu'est-ce que de ce que tu as appris de Claude, ça a pas bien vieilli ou c'est plus vrai, mettons, en 2024? C'est une bonne question que, honnêtement,
je pense que ce qui a changé, c'est que le niveau général du jeu est rendu plus rapide. Shit, oui. Beaucoup. Puis, mais le reste, honnêtement, là, peut-être que si je m'arrête, je m'assois au café, je me mets à mettre des points sur une feuille, puis je prends 30 minutes là-dessus, je vais trouver des choses plus spécifiques, là, mais à prime abord, ma première réponse, là, à froid, c'est les mêmes choses qu'on évalue, c'est juste que ça va plus vite. Les jeunes ont changé, les entraîneurs. Je pense que nous, comme recruteurs, on a moins vu le changement, à part la vitesse de jeu, comme je te dis, parce que nous, on n'a pas à dealer avec les jeunes au niveau des consignes. Je sais ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut pas juste dire tu vas faire ci, tu vas faire ci. Là, tu sais que le mais va venir ou pourquoi du joueur. Fait que là, avant, il attendait le mais ou le pourquoi. Là, maintenant, il explique toujours avec les raisons pourquoi qu'il faut le faire. Comme ça, il évite le mais ou le pourquoi. Puis, les jeunes, tu peux moins facilement les duper. Puis, il y a beaucoup plus d'environnement autour d'eux, à part des parents, des agents, les groupes de développement. Il y a plus, c'est plus suivi médiatique avec les réseaux sociaux. Ça a changé l'environnement du joueur, mais moi, comme recruteur, je peux pas dire que je vois beaucoup de choses de différentes. Je vais te parler peut-être d'une chose que là, je viens d'allumer. Tu vois, je te dis, je prendrais une demi-heure d'un café. Ça commence à bouillir. Je me souviens que les joueurs avaient beaucoup plus de permission d'être créatifs et il y avait c'était plus facile de différencier les joueurs au niveau du talent naturel. C'était moins systématique. Je dis pas que c'est meilleur ou moins bon, là. Peut-être que les clubs d'antan, de la façon qu'ils jouaient, ils seraient jamais capables de gagner contre la façon que les clubs sont coachés aujourd'hui. Mais comme recruteur, c'était plus facile de... La ligne médiane, il y en a beaucoup plus aujourd'hui dans la ligne médiane. Puis il y en a pas beaucoup qui ressortent du lot en haut. Puis il y a probablement moins de moins bons joueurs parce que ils suivent les consignes, puis ils sont dans le système de jeu, puis ils respectent, puis ils travaillent. Alors qu'avant, il y avait plus de différence, je pense, au niveau des cycles de travail. Il y avait plus de différence au niveau du talent naturel, puis tout ça. Alors, c'est juste un élément de réponse qui me vient en tête. Peut-être que j'en aurais d'autres. J'ai l'impression que s'il y a une chose, peut-être, comme je sais pas si ça touche à toi ou plus à l'équipe, mais l'évaluation psychologique, je pense, prend plus de place aujourd'hui. Oui, ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est drôle parce que dans le junior, on était une des premières équipes. Dans ce temps-là, j'étais avec Shawinigan qui faisait un questionnaire aux entraîneurs à la fin de la saison dans le midget 3, exemple, sur tous les aspects que nous, on voit pas, qui n'ont pas rapport avec un match. Son degré de leadership, son degré d'écoute des consignes, sa capacité d'apprendre, le leadership. Ça. En tout cas, on avait comme une dizaine de questions, puis là, on demandait de quantifier de 1 à 5, tout ça. Parce que le plaisir qu'on avait dans le junior majeur, c'est que les coachs dans le midget 3 sont très à l'aise de répondre parce qu'à la fin de l'année, ils ont terminé leur stage midget. Tandis que, on s'entend que le 15 ans peut revenir à 16 ans, mais bon, les 16 ans, c'est terminé pour eux autres à la fin de l'année. Tandis que dans le junior, des fois, quand on fait ce genre de questionnaire-là, exemple, peu importe le nom du joueur, le joueur Tremblay à Drummondville, l'entraîneur, il l'a, puis là, s'il apprend que il est un petit peu été tough avec le joueur dans des entrevues qu'on fait avec le coach one-on-one pour savoir ce qu'il pense de lui, il va vivre avec pendant 2 fois. Des fois, l'agent l'apprend que le coach n'a pas parlé en bien. Fait qu'on n'est pas toujours sûr à 100%. Faut vraiment que... Moi, au début, j'arrivais de junior, fait que j'avais des bonnes relations, puis je connaissais tout le monde, j'étais déjà en junior, tout ça, je connaissais tout le monde, puis j'avais une bonne relation avec 80% des DG, on va dire, ou des coachs. Mais là, je me suis éloigné du hockey junior majeur depuis 10 ans, fait que là, j'ai moins de liens, fait que là, c'est moins évident pour moi de savoir... Il me dit-tu vraiment à 100% la vérité? Y a-tu confiance en moi que je ne sortirai pas ce qu'ils vont me dire? Fait que, oui, là, on repart sur le psychologique. Au début de l'année, on fait un profil avec le joueur one-on-one qui doit nous répondre un questionnaire. Après ça, on a aussi un genre de baromètre sur une étude qui s'appelle Psych Hero, ça s'appelle le nom de la compagnie, qui fait des questions, une centaine de questions que le jeune doit répondre sur différentes facettes, paramètres qui sont évalués. Puis là, il tire des conclusions par rapport aux réponses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. C'est pas évident pour le jeune de savoir qu'est-ce qu'il doit répondre, pas répondre. Tu sais, c'est pas. Parce qu'ils sont tellement préparés aujourd'hui par leurs agents. Fait que ça, c'est un bon élément parce que justement, tu peux pas être préparé à ça. Là. Après ça, on a des entrevues avec le jeune, moi tout seul après les fêtes. Puis après ça, il y a l'entrevue de fin d'année avec le staff au complet. Avant, il y avait peut-être, dans mon temps, il n'y avait pas d'évaluation physique non plus complète comme aujourd'hui. Ça, c'est des éléments objectifs. Ça, tu peux pas jouer avec ça. Si le gars patine en 3.12, 150 mètres, c'est pas un élément subjectif. Fait que ça, c'est bien. On a accès à ça, toutes les données
Test sur glace, test hors glace à Buffalo, test sur glace quand ils vont dans le match des prospects de la Ligue nationale à CHL Prospect Game, que cette année, ça va être contre les Américains pour la première année, contre l'équipe nationale américaine. Des moins de 18 ans. Ça va être ça, 2 matchs cette année. C'est une nouveauté, ça au lieu d'avoir juste les 3 ligues canadiennes. Et quand tu rencontres les gars, comme tu dis, après Noël, ouais. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Mais c'est plus d'apprendre à les connaître un peu, là, leur famille, leurs études. C'est pas, j'irai pas trop dans le détail du hockey parce que je sais qu'à la fin de l'année, on va revenir plus sur sa saison. Puis là, on a plus d'infos des entraîneurs. Puis à Buffalo, on va plus y aller dans un cadre hockey. Puis comme je te disais tantôt, les joueurs les plus importants, des fois, on les rencontre une autre fois avec le staff au complet, le DG, tout ça. Est-ce que vous avez, parce que c'est de plus en plus populaire là, avec les équipes de la Ligue nationale, est-ce que vous avez un psychologue qui pose des questions dans les entrevues? Parce que je sais que le Canadien, par exemple, ils ont ça. Là. Il y a un psychologue qui pose des questions un peu funky. Puis le kid est comme quoi, qui sait que jamais... c'est pas votre méthode, là. Non. On n'a pas besoin, je pense, honnêtement. Je dis pas que ça serait pas négatif d'avoir quelqu'un qui est dans la salle, mais si cette personne-là prend toute la place, je dis pas que c'est ça qui est arrivé à Montréal ou ailleurs, mais si la personne-là prend toute la place, puis elle a même pas vu le joueur jouer sur la glace, puis qu'on passe à travers on est limité dans le temps à Buffalo, exemple, on a 20 minutes, puis qu'on commence à plus avoir, on a 4-5 minutes pour les autres après pour poser des questions spécifiques au hockey qu'on veut savoir. Mais bon, nous non, puis je veux pas juger ceux qui le font ou qui le font pas. Mais par rapport aux questions funky, à un moment donné, c'est que, exemple, la fameuse question, c'était un animal. Sur quoi tu penses-tu que les jeunes ne le savent pas après la fin de la première journée? Ils se sont tous dit entre eux autres, prépare-toi, tu vas t'en faire poser. Ça fait 5 ans. Puis là, ça fait 5 ans qu'il y a certaines équipes la posent, je veux dire. J'ai l'impression qu'ils veulent sortir les gars de la cassette, là. Je comprends ça, mais... faut que tu changes ta question. Ouais, c'est ça que j'allais dire, mais pas une nouvelle cassette qui est là depuis 5 ans, elle change de... Tu commences à avoir un bon track record un bon échantillon de ce que tu as fait en tout cas depuis que tu es à temps plein, du moins avec les Ducks. Comme tu dis, c'est impossible de frapper pour 1000. Quand tu regardes ton track record de toi à toi, parce que tu évalues qu'est-ce que j'ai fait, ça, je suis fier. Il y a des joueurs de qui tu dois être vraiment fier d'avoir repêché. Ceux que tu te dis, Colin, je me suis trompé là-dessus, sans nommer le nom, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as appris des choix sur lesquels tu t'es trompé? Mais premièrement, j'apprécie. Je sais qu'on se rencontre dans un quart d'heure, tu rencontres pas l'équipe, mais c'est jamais moi tout seul. Je sais que tout le monde te dit ça, mais c'est vrai. C'est vrai dans le sens que je peux pas être moi tout seul, mais j'ai participé à la sélection de ce joueur-là. C'est impossible qu'on prenne un gars au Québec puis que je l'aimais pas. Ça arrivera pas avec le dépistage-chef qu'on a, je veux dire, ils respectent Martin, ça. Ça peut arriver je veux pas dire que dans d'autres équipes, c'est pas arrivé. Ça, c'est pas le fun. Tu travailles, exemple, je sais pas, pour peu importe Winnipeg, puis là, le député en question met même pas le gars au Québec, puis là, ils prennent, alors que tout le monde, l'année d'après, les autres clubs, tes autres chums de tes autres équipes au Québec, ils pensent que tu l'aimais, puis finalement, tu l'aimes pas, mais tu peux pas le dire. Tu l'aimais pas parce que tu mets ton staff ou ton dépisteur-chef dans le trouble. Fait que c'est pas le cas pour nous autres, une chance. Je pense que la variante qui est le plus difficile à évaluer puis qui vient nous jouer des tours, c'est sous l'aspect éthique de travail, attitude. C'est arrivé dans cette situation-là, mais c'est pas en pensant quand on l'a pris ou qu'on les a pris qu'on pensait que c'était l'inverse. C'est qu'il arrive un certain point où t'es pas obligé d'avoir 7 gars que tu vas repêcher dans toutes les rondes qui vont jouer dans la Ligue nationale, parce que c'est pas ça la moyenne à chaque année. C'est à peu près 1,5 de ton repêchage qui va jouer. À 1,5 par année, t'es déjà en voiture. On s'entend pas 1,5 qui vont juste jouer sa 4e ligne puis 6e défenseur. Mais la moyenne globale Ligue nationale, déjà en 3e ronde, on tombe en bas de 20%. Puis en 7e ronde, on est dans le coin de 3 ou 4%, peut-être même pas. Il y a plus de joueurs invités, je pense, qui jouent une salle que de choix de 7e ronde. Fait que des fois, tu arrives à un certain point où tu penses que ton line-up de Ligue nationale, il est déjà seté. Tu as déjà tes bons prospects que tu penses qu'ils vont jouer, puis tu vas prendre des chances. Quand tu as plus de choix aussi, tu vas prendre des chances. Tu vas peut-être prendre moins de chances quand tu as juste 4 ou 5 choix dans les 7 premières rondes, dans ton repêchage. Mais c'est d'avoir pris des chances avec des joueurs que tu dis, s'il fait le déclic au niveau d'attitude, s'il mature, s'il change. Tu y vas pour le circuit. Tu y vas, peut-être, ça dépend. C'est pas si c'est un ou pour le coup sûr. Non, mais je veux dire, en fin de 5e ronde, je peux pas penser que je vais y aller pour un coup de circuit. Troy Terry, vous l'avez pris en 5e ronde?
Pardon? Vous l'avez pris, Troy Terry, mais il a pris lui, c'est un coup de 5e. circuit par rapport à son élément physique. Il était à 152 livres, puis qu'il a développé son physique en 7 ans, 8 ans. 7 ans, là. C'est la première année ou deuxième année qu'on peut dire qu'il est arrivé à une shape d'homme, là. Ouais. Fait que c'était ça. Physique. Mais l'autre chose que certains clubs, puis même nous autres, c'est pas pour qu'on le prend en 5e ronde, c'est qu'il jouait quasiment pas jusqu'au mois de février. Il était à sa 4e ligne avec l'équipe nationale américaine. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il y a pas des stats outstanding non plus. Mais on pensait qu'il y avait du talent plus que l'utilisation qu'il en avait. Mais la chance qu'on a pris, c'est il jouait sa 4, il ramassait pas tant de points que ça, puis il avait 152 livres. C'est pour ça qu'il est encore là en 5e. Peut-être 160, je me trompe un peu. Là. Quand même, il était pas énorme. Ouais, mais ça, c'était pas sur les mêmes éléments que je parle. Moi, personnellement, je pense que quand on prend des chances sur des gars, sur l'attitude, là, je parle dans le junior aussi, là, que j'ai travaillé 25 ans dans le junior, c'est ça. Puis que je pense que le taux de changement de ce côté-là, il est plus minime qu'on le pense. Okay. Des fois, ils vont nous laisser des flashs parce qu'ils veulent leur premier contrat. Mais ça va revenir à un moment donné. Ouais. Ils vont, chasser le naturel et le revient au galop. Ouais, tu sais, il y a des brides de ça, là, que... Parce que des fois, on dit je parle pas de moi, mais les scouts, t'as le talent, t'as le caractère. Ouais. Puis on dit tout le temps, attention, pas tomber en amour avec un gars, tu sais. Ouais. Tu peux tomber en amour avec son talent, puis là, tu vois plus son caractère. Tu peux tomber en amour avec son caractère, mais là, tu oublies que c'est un gars de 4e ligne. Ouais. Est-ce que ça t'arrive des fois de tomber en amour avec un gars, de faire, Colin, je me suis fait prendre? Non, parce que je pense que c'est une de mes forces. Ça serait plus aux autres à le dire, là, mais j'essaie d'être toujours honnête et ne pas être un vendeur de joueurs. C'est-à-dire que moi, honnêtement, là, s'il y en a 7 une année qui viennent pas du Québec, l'Ontario, ça me dérangera pas si tout le monde fait la même chose que moi. Mm-hmm. Dans le sens que si tu commences à trop vendre un joueur puis tu l'as fait en sorte que tu l'as fait placer 10-12 rangs avant, puis il arrive au repêchage, puis c'est lui qu'on prend, finalement, puis toi, tu as fait ça parce que tu en voulais vraiment un de ta ligue à un moment donné, ben ça peut jouer contre toi en bout de ligne. Oui. Fait que j'essaie d'être vraiment honnête. Fait que j'essaie de pas tomber là-dessus. Je pense, moi, comment je suis construit là, émotionnellement, si je connaîtrais vraiment les jeunes. Personnellement, je pense que oui, je pourrais avoir un attachement si je saurais là, que, tu sais, je sais pas, là, j'aurais coaché quand il y a 12, 13, 14 ans. Mais j'ai honnêtement aucun attachement envers personne. C'est jamais arrivé que ben non, parce que on est tout le temps à 200 pieds d'eux autres pendant 9 mois, puis on les croise pas, hein, c'est ça. C'est vrai que quand on voit trop jouer un joueur, on peut trop voir ses défauts? On entend ça des fois comme... Non, je crois pas ça. Parce que ses défauts, ça me surprendrait que ça dépend c'est quoi le trop. Là. En fait, que tu mettes trop d'emphase sur ses défauts quand tu l'as trop vu jouer, c'est plus ça. Ouais. Non, je pense pas. Ça dépend de ton échantillonnage. Tu peux l'avoir vu jouer trop souvent, puis finalement, tu vas l'avoir vu quand même trop souvent en voulant dire, par rapport à ceux qui disent ça, là, on va dire qu'on en arrive à 20-25 visionnements d'un joueur. Mais si ton échantillonnage de match que tu as vu de lui est en lien avec sa saison qu'il a connue, je pense pas. Puis tu peux l'avoir vu jouer 7 fois, puis tu l'as vu jouer 5 mauvais matchs, puis là, tu vas dire, bon, pourtant l'échantillonnage est pas grand, puis tu vas avoir vu tous ses défauts, pas ses qualités. Je l'ai déjà entendu, cette phrase-là, mais j'ai de la misère à faire le lien, moi, personnellement, avec ce que tu as vécu. Moi, je pense que c'est plus de rebalancer tes matchs avec le Instat. C'est vraiment ça. Compléter, mettons, ton portrait. Oui, exactement. Tu sais qu'il y a des façons de le faire par rapport aux statistiques avancées sur Sportlogiq, sur Instat, c'est Huddle maintenant, que tu vas pouvoir rééquilibrer ton visionnement de joueur. Tu l'as dit, Martin, il voit les gars au Québec, il voit beaucoup comme toi. Est-ce que ça arrive des fois que tu es en désaccord total avec Martin? Non. Tu sais, Martin, on voit pas pantoute la même affaire. Ah non, ça arrive pas. D'être vraiment à l'opposé, non. Ça va arriver qu'on va voir des nuances. Moi, je pense que ma lacune comme recruteur, je pense que c'est vraiment au niveau du coup de patin. Des fois, je pense qu'il est meilleur qu'il est ou qu'il est moins bon qu'il est. Martin, il est vraiment bon pour évaluer le coup de patin. Pourtant, j'ai fait mon bac en éducation physique. La biomécanique, c'est la biomécanique, là. C'est pas de pas être capable de voir s'il est rapide, pas rapide, tout ça, là. C'est son motion. Ou ses phases de développement, tout ça. Je dis pas que je suis pas bon dans tous les gars, là, mais ça peut m'arriver que quand je fais une erreur, des fois, c'est par rapport au coup de patin, les possibilités de développement du joueur, là. C'est pas nécessairement par rapport à la vitesse qu'il est capable de produire, là. Projection. Projection, c'est ça, sa technique. Dans le cas, tu sais, Martin, s'il est pas d'accord avec moi, puis si supposons, je prêche ma parole, là, j'ai joué contre moi, là, j'ai dit, exemple, moi, Martin, je trouve qu'il est meilleur sur le coup de patin. Moi, ça peut-être la différence entre moi et lui, c'est
ou s'il en arrive à avoir juste vu quand même le joueur 2-3 fois dans l'année, puis moi je l'ai vu 15 fois, ça va arriver, peut-être qu'il va pas avoir été chanceux, mais il va me croire, puis il va dire, OK, je vais dire, regarde tel game avant, là, parce qu'on est trop différents, supposons. Là, Martin va prendre le temps à un moment donné, à la fin de l'année, il va regarder le joueur 2 fois, que moi je l'ai aimé, que j'ai donné un super bon rating. Puis là, généralement, je veux dire, il va dire, ouais, Steph, je comprends, tu sais, je veux dire, mais tu peux pas travailler ensemble, je dis pas que c'est pas arrivé une fois ou deux, là, je veux dire, mais c'est vraiment, j'aurais de la misère à sortir un nom, là, qu'on était complètement opposés. Puis quand vous êtes dans les meetings de fin d'année pour faire votre liste avec tous les scouts et tout ça, là, il dit, soyez honnête, là, dites ce que vous pensez, dites les gars que vous aimez, soyez. Puis là, des fois, hey, moi, je suis pas d'accord. Est-ce que ça arrive parce que là, on dit souvent le ton monte, parce que là, tout le monde a sa liste, tout le monde a ses opinions. C'est quoi les points les points de tension, si on veut, entre les dépisteurs? Ben, écoute, là, on va avoir l'air de vivre dans un monde de licorne, mais je te le jure que dans notre staff, là, les gens passent leurs points d'une façon civilisée et puis sans jamais élever le ton. C'est jamais arrivé. Ah. Je te le dis jamais, là. Même les Finlandais, c'est pas vrai. Non, mais je pense que ça part de Martin. Martin, sa façon d'agir, sa façon d'être, sa façon de je pense que les gens c'est très perceptible que s'ils faisaient ça, ça fonctionnerait pas. C'est fait dans le respect tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas une petite pointe, un petit mot, tu sais, genre, mais moi, je l'ai vu souvent, tu sais. Des fois, tu sais, ça va arriver, mais pas de là à provoquer des obstinations comme ils n'ont plus de sens. Les points litigieux, moi, personnellement, supposons, dans ma tête, je reste dans ma petite bulle dans ce temps-là, supposons, là, c'est comme, OK, là, tu dis ça, mais tu l'as vu 2 fois. Moi, là, j'aurais le goût de dire, je te le jure qui est meilleur que ça, tu sais. Regarde-le. Puis ça va arriver avec ceux que je suis à l'aise, je vais leur dire, regarde, s'il vous plaît, là, je sais que tu as dit ça dans le meeting, là, mais va voir ce match-là, puis je te jure, ça, c'est le reflet de ce qu'il m'a donné généralement. Puis après ça, c'est au choix du gars de le faire ou de pas le faire. Tu sais, je veux dire, mais ça peut arriver. On peut pas s'attendre on va pas. Tu sais, dans un monde idéal, puis c'est pas ça qu'on veut, là, parce que c'est pas ça. Mais dans un monde idéal, par rapport à ta question, si on verrait tout le temps tous les mêmes matchs du même joueur, les 12 gars. Mais c'est pas ça, là. Comment, moi, je peux arriver puis dire que les 4 games que le gars de Chicago est venu au Québec, il a pas aimé le joueur, comment je peux dire non, c'est pas vrai. C'est pas vu, j'étais pas là, ces 4 games-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut rester ouvert, puis on sait les personnes à qui on a plus d'affinité, qu'on a confiance, puis tout ça. Fait que, je comprends. C'est un jugement, hein. Il y a rien d'objectif, là. À part les tests physiques qu'on reçoit à la fin de l'année, là, il y a rien de, le restant, c'est tout notre ADN, puis de nos préférences, notre perception, etc. Toi, comme quand tu vois t'évalues un jeune, tu regardes le joueur jouer, c'est quoi? T'as-tu une grille? T'as-tu évidemment, tout le monde, patin, IQ, la shot, évidemment. Mais est-ce que toi, t'as une liste de ces qualités-là en ordre? Est-ce que tu as des papiers avec... J'ai déjà essayé. T'as essayé cette méthode-là? J'ai déjà essayé, puis c'est drôle parce que je faisais ça au début. Je quantifiais ça arrivait sur 100 bouts de ligne, là, supposons. OK? Puis j'essayais de quantifier ça, de pas mettre mettre les éléments importants avec plus de points, tu sais, dans ma légende, tout ça. Puis en bout de ligne, je me disais, OK, tends ça de côté, puis après ça, fais ta liste comme on fait souvent, là, par rapport à ce qu'on pense, puis... lui versus lui, non. Puis après ça, tu ouvres les 2 feuilles, c'est impossible que ça soit pareil. Puis c'est impossible que tu peux y aller avec celle-là qui est juste de mathématiques. C'est trop mécanique. Parce que, mais c'est une très bonne question. Je m'en attends toujours à la recevoir, cette question-là. Puis il n'y a pas de bonne réponse. Il y a quelqu'un qui pourrait faire ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait déjà essayé, puis il y avait pendant 3 ans, je pense, c'était un journaliste de Vancouver. Il avait été seulement selon les points des joueurs ramassés au moment que Vancouver repêchait. Ah, ben là. Puis non, mais c'est juste te donner une idée, puis finalement, ça avait été meilleur que les drafts que Vancouver tu vois. avait fait. Fait que je dis pas que quelqu'un pourrait pas arriver avec ça. Puis là, on le voit, là, il y a une tendance parmi beaucoup d'équipes de recrutement d'embaucher un staff par rapport à l'élément des analytiques. Les stats avancées. Les stats avancées, ça c'est bien incorporé au niveau coaching. Là, ils essaient de l'emmener au niveau. Puis on a un staff, nous autres, qui nous aide par rapport à l'analyse des choses. À quel point le DG ou le dépisteur-chef va venir un jour avec des nouveaux DG. Et des fois, tu le vois, il y en a qui sont nommés dans certaines places qui n'ont jamais joué même au hockey, qui arrivent de ce milieu-là, des stats avancés. Je pense que Buffalo, c'est ça. Je pense qu'on entend parler en ce moment qu'il y a entre 6 et 8 équipes là, qui sont vraiment dans une philosophie de s'enligner vers ça. Puis on pense que ils vont s'en aller vers ça aussi, vers le recrutement. Moneyball un peu, là.
Je sais pas, mais c'est l'année passée, je me souviens bien d'une table, je pense qu'il y avait, je veux pas la mentionner, mais il y avait plus de gars de stats avancés qu'il y avait de recruteurs dans la deuxième journée du draft. Est-ce que toi, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'évolution des choses, est-ce que toi tu te dis, mon Dieu, ma job existera plus éventuellement? C'est pas grave, je prends ma retraite bien. T'as encore une petite jeunesse. Non, 58. Mais je penserais pas. Non, mais là, écoute, c'est tellement nouveau tout ça là que. Mais je pense que là, on est plus à l'étape. On va y aller à l'étape in between. Là, je pense que c'est les stats avancés là, puis qui est peut-être une partie de ça là, de l'intelligence artificielle là, quand même. Fait que je sais pas. Je suis pas assez. Même si j'écoute les nouvelles, tout ça, puis je suis ça, je suis pas assez expert au niveau de l'IA pour répondre à cette question-là. Mais tu sais, les critères, là, quand même, je te dirais, pour moi, c'est vraiment l'éthique de travail, puis c'est vraiment la compréhension du jeu, puis après ça, on va aller greffer, tout ça, mais ça va dépendre de ton groupe de prospects que tu as. Je veux dire, si tu as un groupe de prospects qui t'as beaucoup de futurs joueurs de 3e, 4e ligne, tu vois pas beaucoup de talent naturel, puis ben ça va arriver que tu vas passer par-dessus des éléments que toi t'aimes nécessairement pas toujours le premier. Fait que j'aime pas ça répondre à ça parce que on cherche un ensemble de qualités. On veut pas que le gars ait comme des défauts dans 4 puis juste une qualité. Puis mais ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il y a un aspect complémentaire par rapport avec tout ce que tu as comme bassin de prospect. Donc, comme quoi, vous faites pas un choix à la fois, vous travaillez un ensemble. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, comme là, exemple, on avait Drysdale puis Zellweger jusqu'à l'année passée. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour nous, un défenseur de 5 et 10 et demi avec un super bon talent offensif, c'est sûr qu'il y a une équipe, à un moment donné, qui va avoir plus de besoin de ce joueur-là que nous. On va pas le placer dans une place où qu'on va en arriver à avoir à le prendre, tu sais, mais s'il glisse, peut-être que là, à un moment donné, le dépisteur va dire, déjà, écoutez, là, on s'attendait même qu'il sera pêché en 2, il est rendu en 5, on va le prendre pareil, tu sais, fait que, mais par contre, à la ronde où tu es encore dans ton plan, puis tout ça, tu vas y aller avec, par rapport aux besoins que tu as quand tu évalues ton oui, parce que ça, c'est l'éternelle question quand on revient au repêchage. C'est est-ce qu'on repêche par besoin ou par talent? Ouais. Est-ce que c'est quoi la règle? Ça, c'est début de repêchage, c'est le meilleur joueur possible, puis plus on avance. Ben, tu sais, je te dirais que tout le monde dit ça, puis c'est vrai, mais regarde, cette année, nous autres, on a quand même pris un joueur, oui, avec un talent exceptionnel, mais le physique est important aussi à travers tout ça. Fait que on est allé un petit peu au besoin quand même. Ouais. Tu sais, peut-être que Demidov, je dis ça de même, là, parce qu'on n'avait pas le nombre de visionnements en personne, mais peut-être qu'à un moment donné, aurait dit oui, il est super bon, mais là, je veux vraiment qu'on aille plus vers un ailier. On a déjà McTavish, on a déjà Carlson, on a déjà Zegras ou McTavish qu'il faut mettre à l'aile à un moment donné. On va pas prendre Demidov si on pense, supposons qu'on l'aurait vu juste comme un joueur de centre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est plus allié, Demidov. Oui, mais là, je te donne juste un exemple. Ça peut te parler de Catton, je peux te parler. Je veux juste te dire que même si on repêchait des premiers, il y avait quand même certains éléments de la discussion que je peux pas te dire qu'en bout de ligne, le dépistage-chef ou DG vont dire on prend juste au besoin. Ben oui. Parce qu'on aimait Sénéca, ses qualités, ses qualités générales aussi. Mais c'est sûr que le fait d'avoir un ailier qui va avoir cette physique-là, pour nous, avait une importance capitale aussi. Mais justement, Leo Carlson, l'année passée, certains pensaient peut-être que Fantilli allait sortir avant. Vous avez pris Leo Carlson, puis à date, évidemment, c'est une saison. Les deux vont être des très bons joueurs. C'est ça, exact. Dans deux contextes complètement différents. Exact. Mais Leo Carlson a vraiment montré aux gens qui ne connaissaient pas, parce qu'il jouait en Europe, qu'il était un talent sérieux. Oui. Mais la décision par rapport à Léo, puis Martin, il va beaucoup en fonction de... Puis je pense que la plupart des gens font ça, là, pas juste par rapport à l'année en cours, c'est vraiment l'évaluation. Ça, c'est pas moi, mesdames et messieurs. Ça, c'est moi. C'est moi, pour pas qu'on dépasse trop. On est 1 à 1. Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois qu'on parle de Martin, en plus. On en a parlé beaucoup, parce que... Léo Carlson. Ouais, c'est ça. Mais on repêche beaucoup en fonction de ce qu'on voit comme potentiel de développement, puis de... Dans le cas Léo, là, c'est comme on voyait comme qu'il y avait encore des pas de géants qui s'en venaient pour lui. Tandis que peut-être pour Adam, on voyait peut-être que ce qu'on voyait, c'est ce que ça va être. Puis ce qu'on voyait, ce que ça va être, c'est très bon aussi. C'est un nord-sud qui va être très bon dans les séries éliminatoires, qui va amener des joueurs avec lui vers la guerre, puis qui va être compétitif. Puis Léo, c'est un autre genre, mais on avait besoin, avec notre offensive, de plus de créativité, puis d'un joueur qui a un niveau de compréhension de la game vraiment là élite.
Oui, ça, c'est la plus grosse qualité. Le fait qu'il bégait, ça vous a pas trop fait peur? Non. Puis moi, j'ai pas su avant l'entrevue, là, mais non, j'ai pas fait d'analyse là-dessus, là, mais c'est effectivement rare qu'on voit ça au niveau de la Ligue nationale. Puis, je sais pas, je me souviens même pas d'un autre joueur, là, mais ça a dû arriver. Patrick Traverse. Ben je l'avais repêché à Shawinigan, je devais le savoir. Tu vois, donc t'es un spécialiste des bègues. Je suis 2 en 2. Alors non, ça me dérange pas. Non, mais j'allais dire, en fait, qu'on parlait... Je pensais pas commencer à bégayer, là, par exemple. Oui, c'est ça, imagine. On parlait quand les Européens donnent leur opinion sur des Nord-Américains, mais là, quand ça vient pour Carlson, on parle d'un choix top 2. Oui. Est-ce que là, on t'a dit, Martin, va en faire des petits visionnements, mon chum, pour Leo Carlson, vu même s'il va sur ton territoire, c'est un gars qu'on considère top 2, est-ce que tu es allé évaluer? Ah, OK, dans ce sens-là. Oui, est-ce qu'on t'a demandé ton opinion sur Leo Carlson? Ben, ça, c'est la vérité, là, est absolue, mais quand on en arrive au choix 1, 2, 3, 4, je sais pas jusqu'à quel point ça s'étire, là, mais je vais te dire que quand on repêche dans les débuts de première ronde, tu le sens à Montréal, c'est la même chose. On dirait que tout le monde, puis c'est correct, tout le monde veut s'impliquer. Le DG, quand on repêche, dans les années qu'on a repêché, le 27, 29, parce qu'on finissait 4e au classement général, là, dans mes premières années que j'étais à Nîmes, là, c'est rare que le DG va avoir vu le joueur puis qu'il va savoir entre qui. Mais là, au début, c'est parce qu'on sait que ça va être lui ou lui. Là, le propriétaire aussi veut le savoir. Puis là, le propriétaire, je dis pas que le propriétaire commence à faire des visionnements, mais tu vois qu'il s'intéresse plus au dossier, qu'il pose des questions. Ça va changer sa game, là. Fait que on tombe loin un petit peu dans cette lignée-là. Je dis pas que Martin m'a pas dit la phrase que tu m'as dit, mais je pense pas que mon poids en bout de ligne va être important surtout que ça va être en vidéo. Rendu à la fin de l'année. Puis je me souviens pas si Carlson, je l'avais vu. Je pense que je l'avais vu au Mondial à Halifax. C'est moins de 20 ans cette année-là. OK. Je pense qu'il jouait comme 17 ans au championnat mondial des moins de 20 ans. Bon. Mais bon, c'est ça. En bout de ligne, le député de la Suède l'a vu 15 fois l'année d'avant, 22 fois l'année du repêchage. Le gars de la Finlande, le gars de la République tchèque, Martin qui est allé souvent. C'est ça, Martin. Kevin qui est allé souvent, le gars de Chicago. Bruce, le gars de l'Ouest qui est allé quelques fois. Fait que là, en bout de ligne, il va dire oui, tu peux la regarder, mais je pense pas je pense pas que je vais avoir un poids, mais moi, j'aime ça faire ça. C'est pas tout le monde qui le fait, mais à la fin de l'année, on va dire que je connais avec l'équipe nationale américaine, les Ontariens, les Québécois, puis les quelques-uns de la côte est américaine. On va dire sur les 40 premiers, j'en ai vu vraiment évaluer 21 sur 40. Les 19 autres, j'essaie de les regarder quand même, genre au mois de mai pour au mois de juin, 2-3 fois chacun. Pas pour arriver pas obstiner le monde, mais c'est juste le fun d'être au repêchage. Puis si jamais Martin sait que je l'ai vu 3 fois, puis c'est versus un gars que je veux prendre, ou qu'on veut prendre, ça peut arriver qu'il va me poser une question quand même là-dessus. Ben oui. Je me dépêche parce que là, on approche la date, le temps limite, juste pour les passer à les derniers trucs. Parce que t'es un gars d'anecdote quand même. On parlait de repêchage. C'est toi qui as donné la première chance à André Tourigny dans le junior. Puis André, comment on pourrait dire, a été un petit peu égaré là au repêchage junior majeur. Il va dire, Steph, t'es pas encore venu là-dessus. Il va dire, non, c'est pas de ma faute. Une bonne anecdote, c'est une bonne anecdote. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est pas sûr que tout le monde l'a entendu. C'est à Shawinigan. C'est un peu ironique, mais à peu près tous ceux, les Québécois sont dans la Ligue nationale, dans l'américaine. J'ai travaillé avec eux autres. Il y a eu Benoît Groux, il y a eu Joël Bouchard, Pascal Vincent, Dominique Ducharme, junior de Montréal. Quand tu étais avec le junior de Montréal, tes 3 coachs étaient précisément Pascal Vincent, Dominique Ducharme et Joël Bouchard. Ouais, c'était un pas pire trio, hein. Puis quand même, pas sûr qu'ils ont été traités de la bonne façon par celui qui s'occupait de l'organisation, qui savait pas ce qu'il y avait sous les mains, je pense. Puis en plus, il y avait Yannick Lemay qui est devenu recruteur national, puis il est déjà aujourd'hui à Drummondville. Parce que Joël était à San Diego, là. C'est ça que tu veux dire? Non, mais je l'ai eu avec le junior de Montréal. Okay, je l'ai eu avec l'Armada. Okay, oui, J'étais avec l'Armada aussi. Jean-François Huot, je l'ai eu avec l'Armada. Daniel Jacob, j'ai travaillé avec aussi. Benoît Groux, en tout cas, André Tourigny, Pascal Vincent, je l'ai eu. En tout cas, je te le dis, là, c'est un facteur chance peut-être, là, mais je pense que 80% des coachs ou des DG nationales du Québec, j'ai été sur leur parcours, puis c'est pas parce que j'ai changé de club à toutes les années. Non, c'est ça. Pour revenir à André, repêchage. André, ben non, mais ça, c'est un... moi-même, je pourrais faire ça. J'ai un petit déficit d'attention des fois. Il a oublié, parce que dans ce temps-là, c'était comme tout le monde allait déjeuner à la même place, dans une grande salle pour déjeuner, avant le repêchage. Donc, tous les staffs se réunissaient là.
Il y avait un buffet, tout ça. Puis André, malheureusement, a égaré la liste finale de notre équipe. C'est peut-être mon erreur. Il pourrait dire ça, André, regarde, t'as quelque chose pour te récupérer. Tu pourrais dire, il n'aurait pas dû nous donner ça. Parce qu'aujourd'hui, Martin Madden, avec raison, il nous donne ça rendu à table. Ah ben oui. 15 minutes avant que le repêchage commence. Fait que moi, en tant qu'inexpérimenté, je vais essayer de faire en sorte qu'André aime mieux mon anecdote aujourd'hui. Prendre une part du blanc. Ouais, c'est ça. Mais André aurait pas dû l'oublier. Quand même. Quand même. Alors, c'est ça. Puis là, il a réalisé son erreur rendu à l'aréna. Mais rendu à l'aréna, il est retourné vers l'hôtel. Puis, rendu à l'hôtel, il est en train de faire le ménage, probablement, tout ça. Il a jamais retrouvé Alice. Puis, les gens qui faisaient le ménage de la table, ils ont dit non, il n'y avait pas de liste. On n'a pas vu de feuille, rien. Fait il s'est imaginé avec raison que quelqu'un l'a pris. Ouais. Mais honnêtement, si moi, je trouve une liste d'une autre équipe, on a travaillé toute l'année, tout le staff. C'est ça qui va changer. Non, ça change rien. La seule chose, s'il rappelle juste avant nous autres, exact. Là, ça peut nous aider ou nous. On va faire des échanges, mettons. Oui, en tout cas. Fait que, il était pas bien. Il me regardait, il était blanc comme un cadavre. C'est drôle, cette année-là, il y avait un monsieur à table que je savais même pas qu'il était là pour ça. C'était notre un genre de psychologue sportif, justement, où il analysait aussi les relations entre les joueurs. Là. Il y a un mot pour ça, là. C'est pas gynécologue comme il est marqué là, mais ça ressemble à ça, gynégogue ou quelque chose de même. Okay. Les gens comprennent pas le rapport que je pense. En fait, la dernière fois c'est que il y a un board avec des cartons reliés à des numéros de mon spectacle. Mais la dernière fois que j'ai fait un podcast avec Max Talbot, pendant le podcast, il discute parce qu'il y a un carton marqué pénis de papa. Fait que les gens savent qu'il y a comme des mots sur des cartons qui hors contexte. Il a disparu, ça, là, je sais pas pourquoi. Tu l'as mis à l'envers aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui va me répéter ça une autre fois. Il est encore dans le show. Okay. Mais bref, fait que ça pour dire, il avait évalué. Ouais, il était blanc comme un cadavre, tout ça, puis là, il me regarde, puis je pense qu'il a été malade. Vraiment, il était malade. Vraiment, là. Fait que là, le gars me regardait ma réaction, puis j'ai dit, André, honnêtement, c'est le genre que j'aurais pu faire moi aussi, je te le jure. C'est pas grave, on se calme, on s'assoit, on recommence à repêcher en 10 minutes. Fait que là, après le repêchage, le gars, il disait, t'as tellement bien fait ça, là. Ben oui, mais je dis, moi, c'est pas mon genre, là, d'engueuler du monde dans des situations que je sais qui sont déjà mal, tu vois. Ouais. Si la personne s'en aurait foutu, me disait, là, peut-être j'aurais réagi différemment, mais je voyais que c'était pas le temps de le ramasser. Le ramasseurs sont plus vulnérables. Ouais, c'est ça. Exact. Ça m'a fait penser quand tu dis, Martin vous donne la liste à table. Ouais. Quand, ben là, pas top 5, là, mais quand ça arrive à votre choix, est-ce que tu respectes toujours la liste ou des fois tu fais, non, finalement, on veut tel gars? Martin, autant que possible, parce qu'on a travaillé très, très fort, même sur les détails du 76 versus le 77 au meeting. On travaille là-dessus, là. C'est pas, on place pas un groupe de joueurs puis on verra au repêchage. Sauf qu'il arrive une succession d'événements. On a échangé 2 choix pour s'avancer. Fait que là, on a plus de choix en 2 puis en 3. Fait que là, à ce moment-là, on va peut-être passer par-dessus un attaquant si on était vraiment rendu à prendre un défenseur ou il y a un gardien de but qu'on met sur nos listes à part, puis que finalement là on voit qu'ils viennent tous de partir dans les 6-7 choix d'avant. Il y a 4 goalers qui sont partis, mais on est mieux d'aller vers le goaler avant qu'il en reste plus. Fait que ça va arriver, mais c'est pas de là aller prendre genre un gars 22 ans plus tard juste faire plaisir à un dépisteur que ça fait 3 ans qu'on n'a pas pris quelqu'un de son secteur puis qu'on a pitié de lui. C'est arrivé. Mais il y a une flexibilité. Il y a une flexibilité, mais il faut pas que ça soit exagéré. Non. Et toi, t'évalues-tu les gardiens de but aussi? Oui, on évalue les gardiens de but, mais il y a aussi le recruteur, le coach en chef des gardiens de but, là, qui était le coach national, qui faisait ça aussi avant. Mais là, maintenant, on a un gars américain, on a un gars national, puis on a lui qui s'occupe de les coacher, nos coachs des goalers, plus il fait le recrutement. Fait que c'est sûr que lui a son gros mot à dire aussi. Parce que c'est comme un Charles quand il fait sa liste, pour nous, il est comme, hey, les goalers, je peux même pas faire assemblant que je sais de quoi je parle. Non, c'est ça. On a certains critères, puis c'est bizarre, je trouve que jusqu'à date, j'ai quand même une bonne moyenne au bâton pour les gardiens de but. Ça veut pas dire qu'on les a pris, là, ça peut être des goalers qui goalent ailleurs, mais que j'avais bien classé, parce que on parle souvent du track record du recruteur par rapport à ceux qu'on repère, c'est normal, parce que c'est ceux-là qu'on est identifiés vers. Mais ça peut arriver qu'il y a un gars que j'avais en 3e ronde, puis qui est sorti en 6e ronde ailleurs, puis qui est devenu un joueur de Ligue nationale, puis personne ne va le savoir jamais à part moi-même, puis mon dépisteur-chef. Fait que des défenseurs de Ligue nationale qui viennent d'Anaheim, là. Des Shea Theodore, des Brandon Montour. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est exposons un Shea Theodore, on l'aurait pas nous autres qui l'aurait repêché, ça aurait été une autre équipe, mais ça veut pas dire que j'étais pas en amour avec, puis c'est pas moi qui l'avais
Supposons, m'a donné un exemple, Ouais. là, un vrai exemple, Devin Ouais. Levi, OK? Ouais. On l'adorait, là, nous autres, là, Ouais. OK? Puis il est sorti en 7, là. On l'avait avant ça, mais c'est juste pas arrivé par rapport à notre stratégie de draft. Puis Ouais. quand on s'en allait pour le prendre, il était pris. Puis, je veux dire, on l'aurait pris en 7 en bout de ligne avant Buffalo, là. Je veux dire, mais il y a personne qui le sait. Ça, là, maintenant, il y a combien d'auditeurs qui le savent? Que 8. 80 000. Moi, je suis venu parce que je pensais qu'il y avait 80 000. Ben oui. C'est beau. Fait que c'est une pièce de stock. Okay, parfait. Exact. Alors, donc c'est ça. Il y a on est identifié par rapport aux joueurs qu'on sélectionne, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire pour le public, mais à l'interne, quand même, entre nous, on sait là, qui aimait vraiment un joueur, puis finalement, il était repêché, puis plus loin, puis on aurait pu l'avoir, puis il est devenu un joueur de Ligue nationale. Mais nous, on sait ça à ce moment-là, quand même. Les gars que vous aimiez. Ouais. La dernière affaire que je vais te demander de ton œil de scout, c'est que vu que tu as été au junior de Montréal, tu as été là dans les années Louis Leblanc. Oui. Puis Louis Leblanc a été repêché à Montréal, première ronde, tout ça. Ouais. Évidemment, il y a tellement de facteurs qui font qu'un joueur devient ou pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé avec Louis Leblanc? Hey, ça, c'est une bonne question parce que le junior de Montréal, ça l'a fini comme de façon abrupte, vraiment. Là, c'est ça? comme l'organisation comme telle. Ah oui, c'est vrai, quand ça oui. Puis après ça, on a comme perdu les repères, on s'est un peu séparés, puis tout ça. Mais vraiment, c'est d'un œil extérieur que je vais te dire ça. Là, je pense pas que ce soit une question de Montréal parce que il a même pas atteint le niveau de subir la pression rendue dans la Ligue nationale. Il a pratiquement pas joué, je me trompe pas. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Fait que blessure au genou, je pense aussi. Ouais, mais je pense que le facteur premier, puis c'est arrivé. Je vais transposer ça avec une supposition que Angelo Esposito, c'est un peu la même raison. Dans le sens que c'est Alexandre Daigle aussi. C'est des joueurs qui étaient extrêmement rapides, qui gagnaient beaucoup de points aux yeux des recruteurs, avec raison par rapport à leur vitesse, qui avaient une vitesse au-delà du niveau des défenseurs qui battaient souvent un contre un, tout ça, mais qui n'ont pas été capables de reproduire ce même élément-là dans la nationale. Des fois, ça peut avoir la même chose avec une dominance physique quand un jeune est dans le pee-wee, dans le bantam à 6 pieds 1 déjà. Ouais. Puis là, il joue contre des joueurs de son physique. Il n'y a plus ça à ce qu'il va développer les autres facettes parce qu'il a toujours dominé juste en faisant ça puis ça, en tassant le joueur à droite et à gauche. Fait que je pense que c'est des joueurs qui avaient peut-être moins d'autres éléments que la vitesse, qu'on pensait qu'il était supérieur au niveau de l'agilité des mains, tout ça, puis au niveau de la lecture de jeu, puis que c'était la vitesse qui les faisait simplement produire. Écoute, c'est une théorie. C'est une théorie. Mais c'est intéressant, mais il y a sûrement d'autres choses. Je sais pas si tu as déjà interviewé Louis ou si tu as déjà entendu. Il est venu, mais ça fait longtemps, donc je pense qu'il est encore assez, je vais pas dire fermé, mais je sens que peut-être qu'aujourd'hui, il serait un petit peu plus, peut-être qu'il y aurait plus de recul aussi sur la situation, mais je sens que c'était dur d'avoir accès à un peu à sa personne. À sa version là-dessus. Et écoute, des fois, dans des situations comme ça, je parle pas de Louis Leblanc parce que je ne sais pas, mais ça peut être une question de la dernière passion de plus qu'il faut que tu mettes dans la ligne américaine, là, tu sais, pour devancer l'autre qui est en avant de toi. Il l'avait-tu vraiment? Parce que lui, c'est un jeune qui est hyper brillant, il est à Harvard. Ouais. Peut-être que lui, c'était pas la fin du monde s'il jouerait pas dans la Ligue nationale. Louis, si jamais tu m'écoutes, c'est un exemple que j'apporte, que c'est déjà arrivé à d'autres jeunes, là. Je veux dire, ton niveau de passion, tu continues des fois parce que tu sais que tu es très, très bon dans quelque chose, mais ça veut pas dire que quand il va arriver le moment de mettre la coche de plus, que tu veux vraiment la faire à tout prix comme d'autres l'ont fait, puis que je vais donner des exemples, comme exemple William Carrier puis Samuel Blais en Ligue nationale. C'est deux joueurs qui jouaient pas du tout ce style de jeu-là dans le junior, qui étaient des joueurs créatifs avec des bonnes mains, puis là, ils arrivent dans le national, ils voient qu'ils joueront peut-être pas s'ils font juste ça, puis ils changent de chaise, deviennent des joueurs qui dérangent l'adversaire, qui frappent, qui s'impliquent, qui arrivent toujours dans les top 5 de la Ligue nationale à ce niveau-là, des mises en échec. Puis il a fait sa place comme ça. Alors, Louis, peut-être qu'il n'aurait pas eu sa place comme un joueur de top 6, puis il fallait qu'il développe d'autres éléments, puis finalement, les autres éléments n'étaient pas assez dominants pour jouer dans un autre rôle. Fait que, statistiquement, il n'a pas prouvé dans les ligues, finalement, qu'il était un joueur de top 6, je pense, même si on se fie juste aux chiffres. Puis quand j'ai reçu Alexandre Daigle au podcast pour la 200e, il a dit une affaire tellement intéressante. Il a dit si j'avais à refaire, puis une affaire que je comprends à 50 ans, mais que j'aurais aimé ça savoir à ce moment-là, c'est que quand il a joué à Philly, son coach, c'était Roger Nielsen. Roger Nielsen dit je vais faire de toi un gars de 3e ligne. OK. Mais lui, il a été offensif toute sa vie. Il dit non, j'ai scoré 20 goals l'année passée, puis je vais en scorer 30 cette année. Il dit non. Mais il dit j'aurais dû le faire. Parce que ma meilleure saison en carrière, je l'ai eu à Minnesota. C'est en 3e ligne, à jouer 12 minutes par match. Parce que tu joues contre la 3e paire. Puis après ça, puis là, tu pognes tel contrat. Il gagne bien sa vie, William Carrier.
très bien sa vie dans la Ligue nationale. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté. Oui, c'est ça. Mais Alex dit, j'avais pas la maturité de comprendre ça à l'époque. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce que dans chaque repêchage, là, sur 210 joueurs, il y en a probablement, les attaquants, on va dire qu'il y en a 120, il y en a probablement 100 qui ont fait un point par game là-dessus, mais ils joueront pas tous top 6. Non. Guy Carbonneau finit premier compteur dans le junior majeur, puis est un super troisième centre. Yann Laperrière a fini premier compteur junior majeur du Québec, puis il a joué défensif, piqué, tout ça. En fond, dans tous nos travails, comme toi, comme moi, comme n'importe qui, ton degré d'adaptation est un gros facteur de réussite. Ah oui, vraiment. Ah, quelle belle conclusion. Ben oui, puis en plus, juste avant pour le mot de la fin, parce que juste avant qu'on entre en autre, tu avais une bonne anecdote de Daniel Brière. Oui. Parce qu'on parlait de poids tantôt. Oui. Mais je trouvais ça trop fascinant. Combien t'as dit que quand t'étais à junior, il pesait combien? Si je me souviens bien, c'était genre 5 et 5,5, 5 et 6, 120 livres. Dans le gros max, c'était 120 livres dans son année 15 ans. Il a fini premier compteur de tous les 15 ans dans le Midget 3, puis il n'a pas été repêché cette année-là. Je pense pas que c'est quelque chose qui se reproduira aujourd'hui, surtout que maintenant, c'est toutes les rondes, les joueurs de 15 ans. Fait que ça n'arriverait absolument pas. Mais même à 5 rondes, ça n'arriverait pas parce que ça a changé. On parlait de mon éducation, qu'est-ce qui a le plus changé? Là, la perception des petits joueurs a quand même changé, à tout le moins pour le junior. La Ligue nationale aussi, ça l'a changé, mais il reste certaines résistances. Parce qu'on voit les gens d'équipe qui gagnent dans les séries éliminatoires le dernier match après avoir bataillé pendant 25 parties. Ça s'est dit. Fait que Daniel, à ce moment-là, on l'avait pas pris, mais on l'avait en deuxième ronde sur notre liste, puis on l'a même pas pris en cinquième ronde parce que on sentait un petit peu de pression des patrons qu'on venait de repêcher beaucoup de petits joueurs dans les 3-4 premières rondes. Fait que là, ils se sont fait dire aussi par les meilleurs partisans de l'équipe, ou en tout cas du monde d'influence autour qui gravite autour d'organisation, que ça va faire les petits joueurs. Là, on a assez vu dans la salle de sandwich, là. Ça le temps d'en repêcher un plus gros. Puis on a pris un gars juste un peu plus gros, genre 110, 180, puis qui a même pas joué au junior. Puis Daniel a fait 400 points dans le junior. Incroyable. Ouais. You live, you learn. Exactement. Stéphane, je pense qu'on aurait pu jaser toute la journée. Mon gars, t'as été 10 ans, on a même pas dit, t'as été 10 ans à Val-d'Or. T'as eu des Chris, t'as eu Brad Marchand. À Gatineau, t'as eu, quoi, ça dit? Luc Bourdon aussi. Luc Bourdon, je l'ai pris. Moi, j'ai habité à Vancouver l'été où il est décédé. J'étais arrivé puis c'était tout ça, les pages couverture des journaux. T'étais à Gatineau, t'as eu Claude Giroux, Mike Hoffman. Fait que, bref, t'as une carrière. Non. On peut dire, on peut faire la fin, mais c'est un monde fascinant. Oui, absolument. Puis ça va me faire plaisir de te recevoir down the road. Merci. J'espère qu'il te reste plus que 15 minutes à Anaheim, là, avec toutes les connaissances que tu accumules comme scout. J'ai l'impression que ça te prend un certain temps pour en profiter une fois que tu as compris. Là, t'as dit 15 minutes. Toi, tu vas dire 15 années. Ben oui, c'est sûr, je veux dire 15 minutes dans le sens de un petit bout, là. Okay. Et non pas littéralement 15 minutes. OK, je comprends. C'est bon. Bref. On verra. Merci Stéphane, je te laisse partir. Merci. Merci à Monsieur Stéphane Pilote d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir. J'en profite également pour remercier Madame Amélia Maguire Saint-Onge, que dis-je, mademoiselle, la femme à tout faire, la Manon Réaume, notre héros de Dressel Tape. Elle porte plusieurs chapeaux, que dis-je, plusieurs casques, Jofa, et autres avec un nombre innombrable de demi-visières. C'est une manière de dire qu'elle a fait beaucoup de choses sur Adresse le Tape et ça de manière exceptionnelle. Merci à Amélia Maguire Saint-Onge, également Fred Levac au montage et jingle. Et je vous remercie à vous d'être là. Je vous rappelle, pour des billets pour mon spectacle, les rodages qui s'en viennent, Lévis, Montmagny, Waterloo, il y en a également après Noël, Saint-Casimir, entre autres, j'en oublie, Québec, davidbocage.com. Le One Man Show officiellement s'en vient. Allez les amis, faites pas de conneries puis allez vous checker ça. OK! Have a good one. Bye-bye now.